À tous, bienvenue pour cette rencontre Sud-Ouest TV7, une rencontre en 3 temps ce soir. On va dire presque 3 rencontres qu'on va animer avec Bruno Bézia. Bonsoir Bruno. Bonsoir Stéphane. Vous êtes le responsable de la rédaction Sud-Ouest à Arcachon. C'est important de le préciser dans ce contexte car l'actualité malheureusement vous a rattrapé au sujet des forêts, même s'il y a plein de sujets forêts sur le magnifique bassin d'Arcachon. 3 en 1 ce soir avec 2 partenaires qui nous accompagnent sur ce rendez-vous et un parterre d'experts. On va parler ce soir de 3 thématiques qui sont toutes consacrées à notre forêt des Landes, j'insiste sur le nôtre, forêt des Landes de Gascogne et surtout à sa préservation et à son avenir. Pour ce faire, on a 2 invités sur ce plateau qui sont rejoints tout à l'heure par 2 autres. Vous verrez au fil de la mesure qu'on va dérouler les thématiques ce soir, on aura des invités qui se remplaceront. Bonsoir Sylvain Angerand, vous êtes le coordinateur des campagnes de Canopée Forêt Vivante et Bruno Lafont, président du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest. Première question avec vous Sylvain Angerand et Bruno Bézia. Oui, avant d'ouvrir ce débat, on va rappeler ce que sont vos structures. Alors, on va commencer avec vous, Sylvain Angerand, ONG Canopée. Lorsqu'on va sur votre site, ce qui m'a frappé, c'est qu'en tout premier, dans la toute première phrase, il y a écrit que vous êtes une association lanceuse d'alerte. C'est comme ça que vous vous définissez d'abord ? Canopée, il y a 3 composantes, on va dire. La composante la plus connue, c'est lanceur d'alerte. C'est tout le travail de mobilisation. Mais pour lancer des alertes, il faut être aussi expert. Et on a un gros travail de production d'expertise. Et la 3e composante, c'est qu'on fait du plaidoyer. C'est-à-dire qu'on va voir les députés, on va voir les décideurs et on porte des propositions qui ont été construites. Du lobbying ? Du lobbying, mais d'intérêt général. Bruno Lafont, pour le syndicat des sylviculteurs que vous présidez, on va faire le même jeu, si je puis dire, de préciser la fonction, le rôle, l'objectif. C'est la défense des sylviculteurs ou c'est la défense des forêts? Ou est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est possible? D'abord, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. D'abord, c'est une institution ancienne puisqu'elle a plus de 100 ans. Et c'est une institution qui a été créée par les sylviculteurs pour défendre les sylviculteurs et bien sûr défendre notre forêt, d'ailleurs vous le verrez. Et ce que nous allons faire ce soir, c'est dans la lignée de ce qu'a toujours fait le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, c'est s'adapter à la situation. Notre massif s'est toujours adapté et nous devrons nous adapter. Et aujourd'hui, être à côté de Canopée, écoutez, nous avons voulu ce dialogue. Nous sommes prêts à parler parce que nous n'avons rien à cacher. Voilà. Et le syndicat défend ses sylviculteurs, mais en termes de défense, il y a surtout la défense de la forêt. Justement, on vous a connu quand même très opposés, pour ne pas dire plus, c'est presque un euphémisme. Qu'est-ce qui fait qu'on vous retrouve ensemble aujourd'hui? On en est ravis de ce dialogue. Est-ce que c'est la conséquence des incendies ou tout simplement de l'urgence climatique? Quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui vous entamez ce dialogue? Ce dialogue, il aurait pu avoir lieu plus tôt. Ça a été compliqué parce qu'effectivement, les sujets qu'on a voulu mettre sur la table, peut-être notamment l'année dernière sur la question des coupes rases de feuillus dans les Landes, peut-être que c'était pas mûr pour l'aborder comme aujourd'hui. Monsieur Lafont expliquera pourquoi, effectivement, s'il y a eu un effet incendie, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que les choses sont en train de changer et c'est intéressant. Et j'espère qu'on en fera la démonstration ce soir. C'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir expliquer qu'au-delà d'actions parfois un peu coup de poing, un peu lanceuse d'alerte, il y a aussi des propositions qu'on porte et puis il y a, je l'espère, des points d'accord sur lesquels on tombera. Bruno Lafont, c'est l'heure aujourd'hui et il s'est passé quoi pour qu'il y ait cette rencontre que, si on écoute Canopée et Sylvain Angerand, était possible avant et que vous n'avez pas forcément accepté ou c'était pas le moment? Vous savez, il y a des fois des rencontres qui ne se font pas ou des occasions qui ne sont pas les meilleures. C'est peut-être cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, et je l'ai donné dans mon intervention, je crois qu'après les tempêtes, après les incendies, devant cette pression sociale qui est forte dans ce département, mais également dans les Landes, il y a la Gironde, les Landes, et puis également un phénomène de société. Les organisations telles que Canopée, à une époque, n'existaient pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il est de bon ton, enfin en ce qui nous concerne. Moi, je représente le bureau et le syndicat des sylviculteurs, et je fais partie de ceux qui disent qu'on ne va pas contre un phénomène de société. Et donc aujourd'hui, nous devons de parler. Alors, il y a des sujets sur lesquels nous serons d'accord, d'autres un peu différents, mais je pense qu'ensemble, on sera plus prêt à parler de la forêt, et c'est ce qui nous a fait réagir, et c'est pour ça que, en ce qui me concerne, et mes collègues m'ont suivi, nous avons voulu faire ce dialogue avec Canopée. Alors on ne va pas parler d'union sacrée ce soir, mais en tout cas avec Bruno Bézia, ravi d'arbitrer cette rencontre et de l'animer. Est-ce qu'on peut être concret, se dire que ça aura réussi, qu'on aura réussi quelque chose, que les journalistes que nous sommes auront participé modestement à une réussite d'un débat public? Si on arrive à quoi dans 1h30? Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre, Sylvain Angerand? Micro. Je crois que l'existence même de ce débat est déjà intéressante. Maintenant, on va voir ce qui va en sortir.
Nous, on a des attentes très claires, notamment sur la question des coupes rases de feuillus. On a d'autres propositions à discuter. Et surtout, on espère que, au-delà du débat, ça va se traduire par des changements pratiques avec des outils comme la loi, comme la certification PESC qui donne un label de gestion durable, comme tout un tas d'autres outils qu'on évoquera pendant le débat. Voilà. Mais pour nous, c'est important que les mots se traduisent en actes. Bruno Lafont, ça sera réussi si vous repartez dans quelles conditions? Je ne dis pas si vous repartez vivant, Bruno Lafont, je ne plaisanterai pas avec ça. Ça, je vous rassure, je ne m'inquiète pas de ça, parce que quand même, on n'entend entre personne. Et on se connaît avec un certain nombre d'ici. Mais je pense qu'on peut, nous-mêmes, des fois, on le verra au cours du débat, nous demandions, des fois, des orientations différentes, et on ne les obtient pas forcément parce qu'on n'a pas la loi pour nous, ou parce que des fois, on n'est pas entendu. Juste cet exemple. Vous savez, ça fait des années qu'on dit que nous brûlons beaucoup ici, mais qu'on réussit à les éteindre de suite. D'abord parce qu'on est les seuls en France à payer pour la défense des forêts contre l'incendie. Et donc, personne ne voyait qu'il y avait ici des départs de feu considérables dus à l'homme. Il a fallu cette catastrophe pour qu'on s'aperçoive en France, d'abord qu'il y avait un problème de réchauffement climatique, que nous signalions déjà depuis un certain nombre d'années. Mais nous n'étions pas écoutés. Bien sûr, les Landes, ça ne brûle pas. Mais c'était des centaines et des centaines de départs de feu qui sont dus bien souvent à l'homme. Et donc ça, c'est une chose qui nous a permis d'être devant de la scène. On s'en serait passé. Mais voilà, ça c'est un exemple qui va, j'espère, se traduire par de la loi aussi. J'en profite, Bruno Lafont, pour préciser que vous êtes aussi président de la DFCI, et donc c'est pour ça qu'on parle rapidement avec vous aussi d'incendie. Allez, c'est parti, je salue l'audience qui nous suit, puisqu'on me signale que vous êtes nombreux à vous connecter en ce moment. Vous avez la possibilité de commenter, de poser des questions, et elles seront prises en compte, pas toutes, et on s'en excuse déjà à l'avance, et on essaiera évidemment d'y répondre au fur et à mesure. On en a parlé avec les partenaires de cette soirée, ça sera à suivre. Donc, on a parlé à l'instant des coupes rases, ça sera la deuxième thématique de la soirée. Tout de suite, c'est enjeux et risques. Bruno, on a deux autres invités qui nous rejoignent. Voilà, Sylvain Enjambe, Bruno Lafont, vous restez avec nous et je vais demander à venir nous rejoindre sur le plateau Philippe Barbedienne. Vous êtes sylviculteur, mais on vous connaît aussi et surtout en Gironde comme président de la Cépenso Gironde. C'est une importante association de protection de l'environnement que je rappelle si jamais ceux qui nous regardent ne le savent pas. Et puis j'invite également Marc Villetorte. Vous êtes sylviculteur et administrateur du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, CISO. On emploie souvent cet acronyme. Ça ira plus vite. Oui, on peut dire le CISO, ça y est, on l'a traduit. Bonsoir, tout à fait. Bruno, on lance. Alors, quels sont les... on va commencer peut-être avec la forêt, tous les services environnementaux que peut fournir la forêt. Il y a une dimension économique, mais il y a aussi une dimension, on peut presque dire, de multiservices, de multifonctionnalité de la forêt, puisqu'on est là d'abord pour planter le décor dans cette première partie. Une réponse là-dessus, peut-être, Philippe Barbedienne. Il faudrait que ce soit une réponse rapide. En principe, je n'aurai pas le temps. Vous avez quand même une minute. Hein. Il faudrait toute la soirée pour énumérer tous les services qu'on a dans la forêt. Bon, on va essayer de faire rapide. Alors, on connaît tous ces services économiques de la production de bois. Il y a d'autres productions en forêt. Il y a également la production de champignons, la production de fruits. Il y a également la gestion des baux de chasse. Tout ça, ce sont des revenus qui peuvent rentrer dans la caisse des propriétaires. Il y a des services sociétaux qui sont différents. C'est l'ouverture de la forêt au public, la promenade, la balade, la contemplation, l'observation, la photographie. Tout ce qui est loisir. Hein, tout ce qui est loisir, photographie naturaliste, la chasse également. La chasse. Tout ça, ça rentre dans les services sociétaux. Puis ensuite, il y a une multitude de services environnementaux. Alors là, c'est plus difficile à ne pas en oublier. Vous avez déjà la forêt, c'est un réservoir de biodiversité. C'est dans la forêt qu'on trouve le plus de biodiversité en France, en dehors des zones humides. Dans les zones humides également, il y en a beaucoup. Mais tout simplement parce que la forêt est moins impactée par les pratiques humaines que par exemple, les terres agricoles qui sont bouleversées chaque année au moment de la préparation des récoltes et au moment des récoltes. Donc la forêt est un réservoir de biodiversité à des degrés différents en fonction de la nature des boisements, de la nature des peuplements et de la gestion qui s'y applique. La forêt joue un rôle essentiel en termes de filtration de l'atmosphère. Ça réduit les pollutions, ça réduit également la pollution des eaux. Ça freine les ruissellements en surface. Quand il y a beaucoup de précipitations, la forêt et les racines des arbres et le sous-bois freinent le déplacement de l'eau. On a des crues moins dévastatrices et qui érodent moins le sol. La forêt a également un rôle essentiel en termes de climatisation. Il fait toujours beaucoup plus... En période de canicule, il fait plus frais sous les arbres, tout simplement parce qu'il y a l'évaporation de l'eau qui est puisée dans le sol par les racines qui rafraîchit l'atmosphère. Donc ça joue un rôle de climatisation. Et puis ça joue un rôle
essentiel en termes, enfin dans le cycle de l'eau. C'est-à-dire que la forêt va évaporer l'eau qui est puisée par les arbres dans le sol, mais cette eau n'est pas perdue. Elle part dans l'atmosphère, elle enrichit l'atmosphère en humidité, et ce sont des précipitations qui vont se produire plus loin sur le continent. Et sans la forêt chez nous, il y aurait moins de pluie à l'intérieur des terres dans le continent. Donc ça joue des rôles essentiels en matière de nature. Marc Wiltord, est-ce que le représentant du syndicat des sylviculteurs dirait la même chose de la forêt? On est complètement d'accord. Il a oublié quelque chose ou vous avez quelque chose à ajouter? Non, mais j'ai un petit rappel historique à faire sur le fait que la forêt des Landes de Gascogne a été créée par l'homme. Elle a été créée à partir du milieu du 19e siècle pour fixer les dunes du littoral et assainir les marais qui étaient des zones insalubres. Et la création de cette forêt a permis de créer la biodiversité, ou a permis la biodiversité de s'installer et puis d'apporter quand même une certaine prospérité dans le massif. Aujourd'hui, nous sommes producteurs de bois d'œuvre. Et c'est la finalité de la culture que nous faisons aujourd'hui qui, accessoirement, rend ses services par ailleurs. C'est grâce à l'homme qu'il y a tout ça. Complètement. Sur le massif des Landes de Gascogne. Sur le massif des Landes de Gascogne. On parle bien du massif des Landes de Gascogne. On parle bien de notre massif. Juste un élément peut-être avec vous, Marc Wiltord ou Bruno Lafont, et on vous fera réagir, Sylvain, tout à l'heure. On vient de parler du rôle social de la forêt. On va parler beaucoup de forêt privée, parce qu'il faut le rappeler aussi, sur les Landes de Gascogne. Quel est le droit du citoyen que je suis d'aller en forêt dans ces parcelles-là ? Alors normalement, vous n'avez pas le droit. Si je suis si je respecte le droit jusqu'au bout. Parce que la forêt ici est à 94% privée. Mais il y a ici une différence, et vous l'avez sûrement remarqué, c'est que nous sommes l'une des rares forêts en France ouvertes. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas forcément d'accord avec les gens qui achètent des forêts et qui les ferment. C'est pas l'esprit du massif des Landes de Gascogne. Alors on peut le faire pour la chasse, etc. Mais ce n'est pas l'esprit. L'esprit, c'est une forêt ouverte, c'est là où il y a la chasse traditionnelle, la chasse populaire. Et donc ça a toujours été dans cet esprit-là. Et c'est pour ça que déjà c'est une des premières différences avec d'autres massifs en France. Et ça, nous y tenons, et c'est pour ça que nous avons ces relations. Alors c'est un problème pour nous, parce que bien sûr que le public se promène en forêt, ça ne nous pose pas de soucis. Ça a été une bataille à une époque. Il y a des gens qui n'appréciaient pas que les gens viennent en forêt, chez soi, parce que c'est un domaine privé. On le voit bien pour les champignons. Là, lorsque c'est la récolte des cèpes, là, les éléments sont exergues. Histoire en Dordogne ailleurs. Oui. Mais nous avons un autre souci. C'est que lorsque les gens viennent en forêt et qu'il y a, et on revient au problème, du risque. Et donc, il y a des jours où il ne faut pas qu'ils y aillent. Mais vous ne pouvez pas empêcher que des collectivités ou autres tracent des pistes cyclables pour aller vers l'océan. Et donc, on revient au phénomène de société. Vous ne pouvez pas aujourd'hui empêcher des gens à aller en forêt. Mais il y a des moments où c'est dangereux, et il faut savoir, c'est un domaine privé. Sylvain Angeron, on a vraiment une particularité, vous qui avez ce regard national, voire plus, ce domaine, il est vraiment particulier du fait de cette 94% de forêt privée, c'est une particularité? En France, globalement, 75% de la forêt est privée. Donc ici, elle est juste un peu plus privée qu'ailleurs. Moi je dirais qu'un peu partout en France, la forêt privée, elle est ouverte, à l'exception peut-être de la Sologne, où c'est très particulier. Et pour nous, ça fait partie des choses qui sont effectivement à faire avancer. C'est important que la forêt, et on va en parler dans le débat, les gens puissent y accéder, puissent s'y promener, en respectant le travail des uns et des autres. Mais c'est essentiel d'avancer là-dessus, oui, tout à fait. Je reviens vers vous, si vous voulez bien, Philippe Barbedienne, parce qu'on a beaucoup parlé, on ne va pas refaire les débats de l'Andiras, on salue les gens de l'Andiras qui nous suivent, les gens qui sont ici aussi, et puis de la forêt de la Teste, on ne va pas revenir sur les incendies, mais il y a d'autres dangers qui peuvent concerner évidemment la forêt. On l'a parlé ici beaucoup, des tempêtes, mais même de la grêle. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous en tenez compte ? Absolument, mais on est obligé de faire avec, parce que les tempêtes ou la grêle, là, il n'y a pas de prévention possible. On est obligé de réagir a posteriori. Ensuite, il y a un autre danger qui menace la forêt, globalement, pas que dans les Landes de Gascogne, c'est la modification du climat, c'est le réchauffement climatique, et qui va entraîner tout un tas d'autres risques, notamment aggravation des risques d'incendie de forêt. Mais il y a aussi un risque sur la pérennité des peuplements. Vous avez des essences d'arbres qui souffrent plus ou moins en fonction des terroirs, en fonction des territoires, et vous avez des arbres qui n'arrivent pas du stress hydrique. À encaisser la chaleur. Voilà. On parle aussi beaucoup, là, en ce moment, évidemment, sur cette partie qui a brûlé, du risque qu'il y aura, du risque sanitaire, de la prolifération de certaines maladies. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de ce secteur qui a été très touché par les incendies, est-ce qu'on s'inquiète de ça plus qu'avant ?
Alors, je pense qu'on s'inquiète plus qu'avant. Il y a une prise de conscience chez un certain nombre de propriétaires. Ce qu'on sait, c'est que les forêts monospécifiques sont plus fragiles aux attaques, aux attaques des ravageurs, aux problèmes sanitaires. Donc, la parade pour ça, c'est de faire en sorte d'avoir un peu plus de mélange dans les peuplements, de façon à avoir une forêt plus résiliente en matière de risques sanitaires. Sur les risques sanitaires, Marc Wiltort. Les risques sanitaires ont en plus l'inconvénient de s'ajouter aux risques naturels. C'est-à-dire qu'après la tempête de 2009, par exemple, qui avait déjà ravagé 400 000 hectares, ce qui en soi est conséquent, les attaques de scolytes qui leur ont fait suite ont ravagé 40 000 hectares supplémentaires parce qu'ils ont pu proliférer à la faveur de la présence de bois morts et à la présence de sujets affaiblis. Et 40 000 hectares, c'est quand même conséquent, c'est beaucoup plus que les incendies de cet été. Et c'est une destruction silencieuse et invisible du grand public. Autant l'incendie est spectaculaire, ça a mobilisé et attiré l'attention, autant l'attaque de scolytes derrière, c'est beaucoup plus silencieux. Et c'est une vraie problématique pour le massif. Sur cette question, justement, puisqu'on parle de l'après, est-ce qu'on peut faire un petit mot sur les nouvelles essences? Aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est un débat. On va se poser la question, est-ce qu'il faut remplacer, je ne parle pas de l'existant déjà, de replanter, mais est-ce qu'on doit adapter au réchauffement climatique, au risque dont on vient de parler, est-ce qu'on doit adapter des nouvelles essences? Allez, on commence avec vous, Marc Wiltort, et je passerai avec vous après, si vous voulez bien, Philippe Barbedienne. Il y a les sylviculteurs, ils réfléchissent avec l'aide des scientifiques, bien entendu, puisqu'on est conscient du réchauffement climatique. On sait que c'est un sujet qui va être important dans le futur. Et nous faisons des recherches. Mais nous sommes aussi contraints par le milieu naturel qui nous entoure. Nous devons composer avec le sol que nous avons ici, qui est un sol pauvre et acide. Donc jusqu'à maintenant, on a trouvé que le pin maritime était l'essence la plus adaptée. C'est celle qui arrive le mieux à s'implanter et à grandir. Les essais qu'on a pu faire sur d'autres essences n'ont pas été concluants jusque-là, puisqu'il y a des essais qui ont été faits dans des arboretums, et on voit que c'est le pin le plus adapté. Philippe Barbedienne, vous partagez cet avis, c'est le pin et que le pin? Alors, non, c'est pas que le pin. Je partage l'avis sur le fait que le pin est une essence particulièrement adaptée à la fois à notre territoire et à notre climat. Le pin a une grande latitude d'adaptation et le climat pourra encore se réchauffer. Il y aura encore des pins dans le massif des Landes de Gascogne. Par contre, dans les essences d'accompagnement, il faut être très prudent. Je sais qu'il y a actuellement, j'allais dire une mode, mais c'est une mode positive qui veut qu'on veuille introduire des feuillus, mais il faut faire attention à ne pas introduire n'importe quoi, à savoir que pour la biodiversité, et la biodiversité est très importante pour le massif, pour la biodiversité forestière, il faut que ce soit des essences qui aient coévolué avec nos micro-organismes locaux, nos champignons locaux, nos insectes locaux. Et pour ça, il faut absolument bannir les exotiques. Alors, je pense en particulier à l'eucalyptus, qui est à rayer complètement. Qui est pourtant testé en ce moment, on est d'accord. Oui, mais c'est une catastrophe du point de vue du risque incendie de forêt. Ça appauvrit le sol. Vous n'avez aucune biodiversité dans les peuplements d'eucalyptus. Ça pompe beaucoup d'eau. Et ça prend feu avec une facilité déconcertante. Donc l'eucalyptus, c'est surtout l'espèce à bannir complètement. Ouais. Bruno Lafont, une réponse sur l'eucalyptus, parce qu'il y a des essais en ce moment. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous le défendez? Est-ce que c'est une erreur? Je vais sûrement vous surprendre, mais c'est avec Philippe Barbedienne, c'est sûrement le point sur lequel on est entièrement d'accord. Nous, on ne veut pas de l'eucalyptus ici. On a trouvé un soir. Mais il y a autre chose que je voudrais signaler, c'est que par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, le risque sanitaire, pour nous, ça nous inquiète. Et donc, nous avons prévu, et nous avons mis en place depuis quelques années, un fonds spécial, et on fait tourner un satellite ici pour surveiller la mortalité des pins maritimes pour qu'on puisse l'arrêter le plus vite possible. Contrairement, une fois de plus, ça ne se voit pas. Mais là, on est excessivement moderne, et les forestiers ont payé dans ce massif des Landes de Gascogne pour prévenir un risque d'attaque particulier. Et donc, avec tous ceux qui sont dans le massif forestier, privé, public, on travaille à cette surveillance. Pour l'eucalyptus, je vous ai donné la réponse, il l'a très bien argumenté, oui. Nous n'irons pas au-delà. Philippe Barbedienne a précisé aussi, j'ai bien compris, que la monoculture, ça a accentué ce risque sanitaire. Donc on en est conscient. Nous en sommes. C'est d'ailleurs pareil pour la DFCI. Dès le début, nos anciens, c'est pour ça qu'ils avaient créé ce système. Et là, on a fait pareil pour le sanitaire, après les grandes tempêtes, parce qu'on savait qu'il y aurait un risque. On va revenir sur les incendies avec vous. Bruno, une question à Sylvain Angeran sur cette question, parce que je sais qu'elle est cruciale en ce moment sur le remplacement du pin ou pas. Il est question d'eucalyptus, on ne vous a pas entendu, Sylvain Angeran, et votre avis évidemment nous intéresse. Et on parle du chêne rouge aussi. Oui, l'eucalyptus évidemment, puisqu'on se bat pour qu'il ne soit pas utilisé, le chêne rouge non plus. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qu'on ne peut pas parler d'adaptation si on ne règle pas la question de l'atténuation des changements climatiques. Je vais être clair. Si on continue d'émettre massivement des gaz à effet de serre, on va obtenir un tel changement climatique
que quel que soit ce que vous avez en forêt, vous avez un risque de ne plus avoir de forêt du tout. Et ça, souvent, quand je dis ça, on pense aux voitures, on pense à Quand la vous ville, dites etc. brutalement comme ça, c'est totalement anxiogène. Est-ce qu'on peut le dater et le préciser? Non, mais c'est important, parce que là, vous nous Alors, dites, j'ai plus de forêt. Alors, ça y est, tout le monde est tétanisé. Donc, c'est intéressant là, de je ne vous développer. parle peut-être pas des 10-20 prochaines années. Je vous parle de la suite, de ce qui peut se passer. Et non, je n'ai pas une boule de cristal. Par contre, je lis la science. Et ce que nous dit la science est extrêmement clair. C'est qu'on a besoin, pour adapter la forêt, on a besoin de la forêt. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin que la forêt, là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle continue d'absorber massivement du carbone. C'est l'article 5 de l'accord de Paris. La France, comme tous les États membres, s'engage à maintenir, voire restaurer les puits de carbone naturels. Or, et j'insiste là-dessus, le puits de carbone naturel de la forêt, il est en baisse. Il est en baisse en France. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. On nous dit souvent « Ah, la surface de la forêt, elle augmente ». Oui, elle augmente, mais le puits de carbone, il est en baisse. Il est où le Pourquoi ? paradoxe qu'on essaye de comprendre? Le paradoxe, c'est qu'en fait, justement, on a une forêt qui est ralentie, qui absorbe moins de carbone parce que l'été, il fait plus chaud, donc les stomates se ferment, plus de mortalité, et surtout, plutôt que d'adapter justement le niveau de récolte à une forêt qui pousse un peu moins vite, eh ben, on change rien, voire on augmente la récolte. Et ça, c'est le sujet qui doit y avoir. On va répondre là-dessus, le ciseau. Juste, je finis là-dessus. Oui, justement, on en parlera dans la dernière partie, mais il faut qu'à un moment, on arrive à trouver, à remettre, à faire en sorte que la forêt, on n'aille pas au-delà de ce qu'elle peut donner. Et on a besoin qu'aujourd'hui que la forêt elle absorbe plus de carbone. Au-delà de cette alerte, et vous êtes un lanceur d'alerte, on l'a bien entendu, elle continue à jouer un rôle primordial, on est bien d'accord, contre le réchauffement climatique aujourd'hui. Elle nous aide quand même, cette forêt. Elle nous aide. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, alors peut-être pas de façon assez claire, c'est que justement, on a absolument besoin qu'elle nous aide. Okay. Mais aujourd'hui, le puits de carbone, c'est-à-dire qu'il baisse alors qu'il devrait augmenter. Allez. Donc c'est une alerte. On revient sur ça. Alors oui, parce que vous parlez de ça, effectivement, on peut s'attendre avec le réchauffement climatique à avoir de plus en plus d'épisodes d'incendie. Hein. Il y a une question, alors c'était un débat, on ne va pas refaire ce débat-là, mais est-ce qu'il est absolument indispensable d'entretenir, voire de rendre obligatoire l'entretien de la forêt ? Tout dépend de ce que vous entendez par entretien. Il y a une solution radicale. Vous nettoyez tout à terre blanche ou à terre noire, vous nettoyez tout jusqu'au sol, vous coupez tous les arbres, vous n'avez plus de feux de forêt. Mais ce n'est peut-être pas la solution. Alors, je suis intimement convaincu que certains entretiens de la forêt ne sont pas ni nécessaires, ni favorables à... Par exemple, un exemple. Par exemple, celui que vous venez de dire, mais c'est un peu caricatural ce que vous venez de dire. Il y a des passages, par exemple, des débroussailles en forêt qui ne protègent pas forcément la forêt des incendies de forêt. On a vu sur les feux de l'Andiras, j'ai vu des parcelles qui étaient nettoyées à sable blanc entre les lignes de pins et qui ont brûlé quand même tout à fait. Parce que simplement, les pins étaient dans un âge où ils sont très vulnérables au feu et ça a brûlé très bien. Alors le bon entretien, alors, c'est quoi ? Le bon entretien, c'est souvent de laisser faire la nature le plus possible, d'y toucher le moins possible, de gérer sa forêt, de gérer les pins, mais pas trop de saccager le sous-bois. Autrefois, les Landes de Gascogne étaient un des principaux producteurs de miel. Tout simplement, pas parce que les pins produisent du miel, mais parce que dans le sous-bois, il y avait des bourdaines, il y avait des bruyères, il y avait des calunes, il y avait des plantes mellifères. Si on passe la landaise partout, on supprime ces plantes mellifères, donc on appauvrit la biodiversité, mais ça a un impact également indirect sur tous les pollinisateurs. Donc il y a des moments où il faut savoir être prudent, il faut faire ce qui est nécessaire, mais pas aller au-delà, et faire l'indispensable et pas le superflu. Marc Villetort et peut-être aussi Bruno Lafont. Je pense que Bruno, Bruno. Si je devais répondre, je suis très content que ce sujet vienne parce que ce qu'il ne faut pas, c'est que le feu démarre. Parce qu'une fois que le feu est parti, propre ou pas propre, ça brûle. Donc ça, il faut sortir de cette idée. Et une fois de plus, vous voyez, on n'est pas loin parce que c'est exactement pareil. Là où on a un souci, c'est l'interface habitation-forêt, où les promoteurs ont poussé jusqu'au bout. Je dirais avec les maires, c'est compliqué parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Il faut qu'il y ait une séparation entre l'habitation. Mais là où il a raison, que ça soit propre, qu'on sorte de ce débat de propre ou pas propre. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait un départ de feu. Et donc ça, il faut y travailler dessus. Si je peux me permettre d'ajouter... Allez-y. Oui, sur l'interface habitation-forêt, il y a deux causes qui font qu'on a des maisons qui sont entourées de forêts et qui sont en danger à cause du feu. Il y a les maisons qui sont venues s'installer dans la forêt, et il y a aussi la forêt qui a été plantée près des maisons. On a travaillé justement, parce qu'on n'a pas parlé encore, on a un groupe de travail avec la Fibois Landes de Gascogne, donc avec le CISO, la Cépenceau, le CISO, les différentes composantes de la Fibois, et on a rédigé une fiche commune sur la gestion des incendies, enfin la gestion de la forêt en réponse aux incendies, et
on a convenu que si les obligations légales de débroussaillement autour des maisons sont faites là pour protéger la forêt des feux qui naissent auprès des maisons. Par contre, quand un feu arrive dans les cimes depuis loin et s'approche des maisons, s'il y a de la matière combustible près des maisons, c'est-à-dire si le pin maritime a plein de qualités, mais il est inflammable. Si on a des densités importantes de pin maritime à proximité des maisons, les maisons prennent beaucoup de risques et on est obligé d'occuper beaucoup de pompiers pour les défendre. Donc il ne faut pas de monoculture résineuse à proximité immédiate des maisons. Il faut mélanger et il faut espacer les pins. Sylvain Angeron sur cette question. J'aimerais être bien clair justement sur notre position là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Le problème des incendies, c'est d'abord un problème d'aménagement du territoire. Est-ce que vous validez que l'homme transporte le feu la plupart du temps? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que plus on multiplie les interfaces entre l'homme et la forêt, plus on crée un risque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est plus de moyens de DFCI. Ce n'est pas un problème de gestion forestière. Plus de moyens de DFCI, on l'a vu ici. C'est des équipements, mais c'est aussi des pare-feux, des pistes entretenues. Et là, il y a un problème. C'est qu'on a perdu la culture du feu. Il y a des choses qu'il faut dire clairement. C'est qu'il y a des arbres qui ont été replantés sur des pare-feux. Le lycée du Barp, qui est en construction, pour compenser son impact environnemental, on est en train de reboiser sur des pare-feux à côté. Ça c'est plutôt fâcheux. Mais que dit le président de la DFCI qui est là? Allez-y, Sylvain. Allez-y, troisième point. Parce que le troisième point, c'est le plus important, l'entretien des forêts. C'est un très mauvais terme, l'entretien des forêts. Moi, je suis Qu'est-ce que vous forestier. préférez? Parlons de gestion forestière, par exemple. Les obligations légales de débroussaillement, oui. Le nettoyage systématique du sous-bois, comme on l'entend parfois, non. Je reprends l'exemple de Philippe. Si vous nettoyez un sous-bois de feuillus, de chênes, d'arbousiers, etc., vous ne mettez rien. Vous avez la fougère aigue qui arrive derrière. La fougère aigue, elle est beaucoup plus inflammable. Donc derrière, en fait, on a besoin de ce sous-bois en plus. C'est la fertilité du sol, c'est le bois mort. Et j'aimerais bien mettre les points sur les i aussi par rapport à ce qui s'est passé autour de la forêt usagère de la Teste de Bûche. On va pas relancer le débat sur la mais forêt juste usagère, dire on une vous chose, écoute. c'est Pas de une problème. forêt qui est gérée. D'accord ? Ce n'est pas des défauts d'entretien. Donc parlons plutôt de gestion forestière. On va en parler dans la deuxième partie. Ouais. Effectivement, Ça va être la liaison. l'impact de la gestion forestière, quel type de gestion forestière, est-ce que ça peut réduire le risque? Mais c'est bien le troisième facteur. D'abord l'aménagement du territoire, la DFCI et après la gestion forestière. La DFCI citée par Sylvain Angeron, ce soir on vit un grand moment. Allez-y, si je puis me permettre, Bruno Lafont, parce que vous avez cette casquette-là. Qu'est-ce que vous répondez sur ce détail très pratique qui sera la conclusion? Pourquoi une collectivité, je rappelle que vous êtes maire aussi à Biganos, donc c'est pas le Barp, comment ils arrivent à compenser l'impact en plantant un endroit où on avait justement enlevé les arbres pour pas que ça brûle? Écoutez, moi je suis président de la DFCI en Gironde depuis plusieurs années. Et ça faisait plusieurs années que je dénonçais ça au cours de mes assemblées générales où il n'y a jamais personne, sauf les spécialistes, parce que vous pensez bien que venir à une assemblée générale de DFCI, ça n'intéresse que des spécialistes. Or, nous dénoncions cela, et en tant que président, je le disais parce que je l'avais déjà vu, qu'il y avait des gens qui, pour compenser le photovoltaïque qu'ils faisaient sur leur commune, pour toucher quelques impôts subsides complémentaires, étaient en train de planter sur des pare-feux. Donc ça, c'était dénonçable. Nous le disions, mais nous n'avons jamais été écoutés. Là, il a fallu qu'il y ait un grand feu pour qu'on sache que c'est que la DFCI et qu'on nous écoute. Et là où je suis entièrement d'accord, une fois de plus, c'est que la forêt de la Teste, on n'a rien, nous, contre la forêt de la Teste. Ce qu'on demandait, c'est un aménagement, simplement, en le faisant de façon respectueuse, pour que les engins puissent arriver. Mais au niveau, la forêt, elle vivait sa vie. Et c'était une très belle forêt que je n'ai jamais critiquée en tant que telle. Ce qui nous a posé souci, c'était l'aménagement. Et aujourd'hui, on a même d'autres soucis avec les gens qui ont mis le feu, la voiture qui a mis le feu, qui se retourne contre la DFCI en disant qu'on n'a pas fait notre travail. Ça serait quand même un comble. Ça serait quand même un comble. Je ferme la parenthèse. Mais vous voyez que là aussi, on a heureusement des lanceurs d'alerte qui vont faire sortir ce sujet, alors que je le dénonce. Nous le dénonçons, la DFCI, Aquitaine presque, parce que dans les Landes, ils ont d'autres soucis qui sont également ceux-là, les mêmes. Donc il ne faut pas continuer comme ça, parce que là, on va à la catastrophe. Et donc, je pense que ce que nous faisons ce soir, c'est une avancée pour faire comprendre qu'il y a des choses vous nous dites que vous êtes des alliés, en fait. Vous passez d'ennemis à alliés en peu de temps. Non, mais c'est pas... On n'a jamais eu l'occasion de se parler. Non, mais les mots ont un sens et il est important pour nous. On n'a pas d'ennemis. On peut avoir des adversaires, des contradicteurs, on peut avoir des gens avec qui on n'est pas d'accord, mais j'ai pas d'ennemis, moi. On est une association non violente. Très bien. Merci. Alors,
Est-ce qu'on a une question? Alors, ça fait très SVP pour les qui ont connu les dossiers de l'écran. Est-ce qu'on a une question qui est venue et qu'on va pouvoir prendre parce qu'on a ce problème numérique ce soir? Allez, donc, on va entendre Bruno Doucet de Canopé nous poser une question et vous nous dites si elle est adressée à quelqu'un en particulier, autrement on laisse répondre. Il nous reste 2 minutes dans cette première partie. C'est pas moi qui vais vous l'adresser la question, c'est une personne de la salle. Moi, je ne fais que lire Allez-y, ce qu'on m'a transmis. Alors, c'est une question de vocabulaire pour préciser un petit peu ce dont on parle, puisque depuis le début, on parle beaucoup de forêt. Et la question dit, est-ce qu'on pourrait, en termes de vocabulaire, dissocier forêt et monoculture de pin, en particulier, je pense, le pin maritime. Voilà. Est-ce que c'est différent? Alors, tous les deux, on va Allez. vous faire arbitrer ça. Moi, je prends celle-là. Effectivement, ça ouvre directement sur la deuxième partie. Moi, je pense que ce serait beaucoup plus simple de distinguer les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, vous l'avez rappelé, dans les Landes, c'était un marais. Insalubre. Bon. Aujourd'hui, on ne pourrait pas refaire ce qu'on a fait il y a 100 ou 150 ans. On ne pourrait pas raser une zone humide et replanter. Donc effectivement, on a créé quelque chose qui est assez artificiel, qui peut être intéressant, on va en discuter d'un point de vue écosystémique. Mais dès que vous avez de la monoculture, vous êtes sur quelque chose qui est, à notre sens, plus proche de la plantation, de l'agriculture, avec du coup tous les problèmes que ça pose, de pullulation, effectivement, d'un certain nombre de parasites. Et juste, je finis là-dessus, c'est pas un débat qui est juste spécifique aux Landes, c'est un problème qu'on a partout dans le monde de définition. Nous, on pense que la forêt, c'est un écosystème, une plantation poussée à l'extrême, comme on voit les grands champs d'eucalyptus en Amérique du Sud, qui, je viens de l'apprendre ce soir, n'arriveront pas dans les Landes, donc tant mieux, ou même les grands champs d'eucalyptus de côté Pyrénées, Pas avec dans le le ciseau, Portugal. en tout cas. En tout cas, pas avec le ciseau, n'arriveront pas. Je pense qu'il faut distinguer les deux. Bruno Lafont, forêt ou plantation? Pour nous, c'est une forêt. Parce que d'abord, on a été habitués comme ça. Mais alors, peut-être qu'il y a des excès. Mais la forêt, elle était là depuis très longtemps. Le pin maritime a été sur des surfaces très importantes. Moi, je suis du secteur du bassin d'Arcachon. On a trouvé du pin maritime à une époque très lointaine et sur des surfaces dans les histoires assez importantes. Alors, c'est vrai qu'il y a pu avoir des excès sur certains éléments dont on évoquera tout à l'heure. Les feuillus étaient très présents. Les feuillus étaient également très présents. Mais pour moi, la forêt, s'il n'y a pas la forêt de pin maritime ici, c'est peut-être pour ça que les gens viennent si souvent dans notre région et qu'ils viennent parce qu'il y a l'odeur, cette odeur de pin maritime. Quand vous allez sur les plages océanes et que vous allez au bord de la plage, sans ça, les Bordelais ou tous ceux qui viennent, ils ne viendraient pas sur notre région. Donc pour nous, c'est une forêt. C'est là où nous avons une petite différence. Ok. Est-ce qu'on a une autre question ou est-ce qu'on passe à la deuxième? Allez, Éric Dumontet, dernière question. On est déjà en train de prendre du retard. On va accélérer. Oui, Allez. une petite question, effectivement, pour nous dire qu'il y a pas mal de travaux qui se font en matière d'intelligence collective aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les sécheresses, etc. La question qui nous dit qu'il faut du pin sans doute, mais pas en monoculture, qu'il faut conserver les zones humides, favoriser la biodiversité, en disant finalement vous semblez d'accord sur ces points-là, mais sur le terrain, on ne voit pas encore forcément les résultats. Comment faire? On ne va pas y répondre On a maintenant. fait la deuxième partie, on va la garder parce que ça va nous faire liaison sur les deux tables rondes qui suivent. Allez, c'est magnifique. Ces participants aux questions nous aident très bien. Merci à nos deux intervenants. Merci à Bruno Lafont qu'on retrouvera tout à l'heure. Et on va continuer avec cette deuxième thématique. Et je m'adresse aussi à l'audience, n'hésitez pas à commenter. On va accueillir Emmanuel de Montbron, sylviculteur à Capsieux, administrateur du syndicat de la DFCI. On peut même l'applaudir pour ceux qui veulent l'applaudir. Nicolas Lafont et Jacques Azra, expert forestier et sylviculteur et vice-président de ProSylva France. Je précise quand même que ProSylva France fait, parce que c'est le sujet qui a été mis en avant largement par Canopé, et Sylvain l'a relayé sur les réseaux sociaux, on est sur quelque chose qui est un vrai débat, c'est les coupes franches. On va le voir tout de suite avec notre générique. On va avoir maintenant deux vidéos qui mettent en avant des comportements, on l'a vu, entre guillemets, minoritaires. On va lancer ce sujet avec une vidéo sans son pour que Monsieur Angeran nous la commente par la suite. Oui, pendant la vidéo, vous pouvez même parler, parce Même qu'elle n'a pas de son, vous pouvez pendant parler la vidéo, dessus. Et on est parti. C'est une vidéo de coupe rase, on fera un peu de débat et on ira après sur une vidéo de dessouchage. Voilà, donc là on est à Noyant, où on a 8 hectares. Vous l'avez là. Je l'ai là, voilà. 8 hectares de forêt de feuillus qui a été entièrement rasé. Le grand tas de bois que vous voyez, il fait 200 mètres de long sur 5 mètres de haut.
Et tout ça, ça part pour le bois énergie. Et la société qui a fait ça, c'est DP Bois Énergie. On a essayé de les contacter, de parler avec eux. Ils n'ont pas répondu. Et le pire, c'est qu'en plus, c'est éco-certifié par le label PEFC. Donc ça, c'est un sujet pour nous. On a des alertes régulières, et c'est un ras-le-bol. Voilà. Alors, un ras-le-bol qui est exprimé. Les photos sont spectaculaires. On connaît ça aussi avec d'autres associations, on va dire, dans le monde animal. Et c'est évidemment, effectivement, toujours de l'émotion qui s'en dégage. Moi, j'aimerais bien la réponse du CISO sur ces images. Qui se lance entre M. Lafont et M. de Montbron? Allez-y, les micros sont ouverts. Écoutez, moi je veux bien réagir. Simplement, il faudrait connaître un petit peu le contexte et savoir Juste comment sur les images et après on en reparle. Allez-y. Ok. Donc sur les images qui semblent montrer ce que vous avez expliqué, si effectivement c'est une coupe rase de feuillus adultes à destination de bois énergie, c'est clairement pas notre modèle sylvicole. Dites-nous pourquoi justement. Parce que là, il y a justement le débat qui commence. C'est d'un côté ce bois énergie, puis on va voir d'autres usages. Pourquoi, qui plus est pour le bois énergie, on fait pas ça? Parce que d'une part, ce type de forêt n'est pas la majorité du massif des Landes de Gascogne, où on est plutôt spécialisé dans le pin maritime. Et d'autre part, notre objectif, ça a toujours été du bois d'œuvre. Notre idée, c'est de valoriser les fameux 3S, c'est-à-dire non seulement de profiter de la séquestration du carbone dans le bois par la forêt, mais c'est aussi de le transformer en objets bois qui vont permettre de le stocker durablement dans la construction, dans l'ameublement, etc. Et du dernier S, qui est la substitution, qui permet d'utiliser du bois plutôt que du plastique, de l'acier, etc. Notre objectif, donc, c'est du bois d'œuvre. Donc, c'est pas du bois énergie. Le bois énergie, on pourra en parler. S'il doit exister, c'est plutôt avec des sous-produits et de façon marginale. Alors pour éclaircir un peu ce débat, là, on vient de voir cette vidéo d'une coupe rase. On voudrait voir avec vous, Sylvain Angerand, la définition un peu, parce qu'il y a différents types de coupes rases. Hein. Il existe alors, je crois, au moins 3 catégories. Au moins 3 catégories. Et il faut être clair, c'est-à-dire que ce débat il a eu lieu parce qu'on a pris ce temps de clarification. Voilà. Là, ce qu'on a vu, c'est des coupes rases de feuillus. Est-ce que les arbres étaient adultes? Mais ils étaient encore jeunes. Ces arbres, ils avaient peut-être 80, 100 ans, même maximum, peut-être 50 ans, je ne sais pas, je n'ai pas pu regarder de près. Ils auraient pu grandir, ils auraient pu stocker du carbone. Dans tous les cas, c'est inqualifiable. De l'autre côté, ça, c'est les coupes de feuillus sur lesquelles nous, on est clair, et j'entends des propos qui commencent à être clairs, c'est il faut arrêter ça. Maintenant, on a ce qu'on appelle les coupes dans le pin maritime, c'est-à-dire que du pin maritime sur du pin maritime, alors on rentrera dans les détails tout à l'heure, ça pour nous c'est un modèle à faire évoluer. Effectivement, sur le sable, pin maritime, comment on fait évoluer ce modèle, d'accord? Et puis la troisième type de coupe, effectivement, on a discuté ici, c'est ce qu'on appelle les coupes de défrichement. C'est quand vous rasez une forêt, par exemple, pour construire un lycée, pour mettre des panneaux solaires, construire un LGV. Ça, pour nous, ça ne va pas dans le bon sens. Ça ne va pas dans le bon sens parce que ça multiplie les interfaces forêt-homme, donc risque d'incendie. Et puis globalement, encore une fois, aujourd'hui, on a un tel niveau d'artificialisation des terres, il reste très peu de ces forêts-là, préservons-les. Alors, Jacques Azra, vous avez, je crois, une 4e catégorie. Ça évitera qu'on a un autre défaut de sémantique avec le public. Vous avez une 4e coupe catégorie de régulation. Ouais. Expliquez-nous ce que c'est. De régularisation. De régularisation, pardon, excusez-moi. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui s'est énormément pratiqué et qui continue de se pratiquer, notamment ici dans le Massif landais, principalement après des sinistres, donc en 99, en 2009 et aujourd'hui après les incendies de Landiras, où, si vous voulez, on achève les rescapés. Quand vous avez, par exemple, 50% d'arbres viables qui n'ont pas brûlé ou qui ne sont pas renversés par le vent, eh bien, on les zigouille quand même. Donc, au lieu de se limiter à récolter ce qui est tombé ou ce qui a brûlé, on récolte la totalité de la parcelle. C'est une coupe de régularisation. L'idée, c'est de repartir sur un peuplement régulier. Régularisation régulière. C'est-à-dire, en général, plantation sur la bourre et sur des grandes surfaces. Voilà. Je critique fortement cette approche-là, parce que c'est un sacrifice énorme, si vous voulez. Vous sacrifiez 30%, 40%, 50% des arbres qui sont encore viables et qui font de la photosynthèse, sachant que la photosynthèse, l'activité photosynthétique, c'est la clé de tout le système. C'est elle qui nourrit le monde entier. Les animaux, nous-mêmes, on est tous tributaires de ce que produisent les plantes grâce à la photosynthèse. Donc il faut qu'on ait le maximum de photosynthèse sur la terre et dans nos parcelles, de façon à capturer du carbone, premièrement,
et créer de l'alimentation et tout ce qui s'ensuit. Alors, on va essayer d'être vulgarisé le plus possible. On a fait un peu de sémantique, on a été technique, on a vu qu'il y avait 4 solutions, donc 4 coupes qui pouvaient être effectivement concernées ce soir. Moi, j'aimerais bien l'avis de Nicolas Lafont, justement, sur est-ce qu'on peut répondre à Sylvain Angerand quand il dit sur les résineux et le pin, alors on va dire plantation de pin ou forêt de pin, selon les choix de mots ce soir, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas faire des coupes rases, ou est-ce que c'est de la coupe rase parce qu'on va le collecter comme on fait pour le maïs ou d'autres choses? Je compare volontairement avec une exploitation autre. Tout à fait. Déjà, le mot coupe rase, je l'emploie que très rarement. Je parle plutôt de récolte. Il y a une récolte qui est faite de bois d'œuvre. Alors, entre-temps, on récolte du petit bois pour arriver à faire du bois d'œuvre. On est des producteurs de bois d'œuvre, principalement. On n'est pas des producteurs de bois énergie. C'est ça, c'est là où est toute la différence. Je pense que derrière, on est d'accord aussi sur les problèmes de dessouchage et autres pour faire du photovoltaïque. Voilà. Alors, on arrive à plusieurs séquences au niveau de ces coupes ou de ces récoltes. Voilà. Le but, c'est de mettre la récolte au bon endroit. Alors, M. Azera a une autre façon d'approcher cette récolte, mais on a tout le désir et la volonté d'aller vers l'avant et de voir ce qui est le mieux pour notre forêt. Emmanuel de Montbron, sur cette question, moi j'aimerais bien savoir si la proposition de M. Azera et celle qui était faite par Sylvain Angerand, elle met en péril ou elle déséquilibre la rentabilité économique de l'exploitant que vous êtes les uns et les autres ici ce soir au CISO. Est-ce qu'aujourd'hui on est sur cette question-là? Alors, ce n'est pas qu'une question économique. Moi, je suis content et je trouve que c'est intéressant. C'est pour ça que c'est bien d'avoir ce débat. C'est que les choses évoluent sur la coupe rase, puisqu'aujourd'hui, on distingue plusieurs types de coupe rase et ça me semble important. Donc, juste un mot très rapide sur la coupe rase en général. C'est vrai que c'est une opération très spectaculaire qui est visible et qui donc focalise l'attention du grand public et qui souvent est ressentie comme une destruction totale et définitive de la forêt, qui est assimilé de la déforestation, comme on peut le voir en forêt équatoriale. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ici, c'est un cycle. Donc, c'est une étape de la sylviculture. Et M. Angerand l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui en France, il n'y a jamais eu autant de surface forestière et elle continue d'augmenter de 90 000 hectares par an. C'est-à-dire 6 fois la surface de Paris. Donc, il faut rassurer les Français, la forêt française n'est pas du tout exposée à la déforestation. Donc ça, c'est le premier point. Une précision pour le public qui nous suit, parce que c'est de la vulgarisation qu'on veut efficace. Tout le monde s'inquiète parce qu'évidemment, ça se voit et surtout, on met du temps avant de replanter. Il y a une raison sanitaire. Expliquez-nous. Ce que les gens ne savent pas, bon, effectivement, il y a une raison sanitaire, donc on met, il faut 2 ans, il faut des étés pour ne pas reboiser. Mais par contre, ce que les gens ne savent pas non plus, c'est que c'est une obligation de reboiser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait une coupe, on a l'obligation de reboiser dans les 5 ans. C'est pour ça que les surfaces forestières ne diminuent pas, elles augmentent aujourd'hui. Sylvain Jean va répondre, mais attendez, il voulait finir un deuxième point. Allez-y, Sylvain Jean. Allez-y, non, c'est bon, allez-y, c'est bon. Je suis pas d'accord. Alors, que ça arrive. Que ça arrive, sinon ça ne marcherait pas. Ça aura duré 40 minutes. On n'a pas d'obligation légale de replanter, on a une obligation légale de retrouver un état boisé. C'est complètement différent. Moi, je suis forestier. Et alors, c'est vrai que dans les Landes, c'est particulier. Mais un forestier, on dit, quand on plante, c'est qu'on s'est planté. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'en fait, on va récolter les arbres arrivés à maturité, comme dans la nature, en fait. Un arbre arrivé à maturité, il tombe, ça fait un puits de lumière. Et il y avait les jeunes arbres en sous-bois qui prennent le relais. Et c'est ça qui est intéressant. Jacques l'expliquera mieux que moi. Mais en tout cas, on ne peut pas partir. Alors, est-ce qu'on peut amener ce type de sylviculture dans un massif qui est très, très anthropisé? On en parlera. Dites-nous maintenant, c'est intéressant. Vous posez la question, donnez-nous la réponse. Vous pensez qu'on peut l'apporter ici ou pas? Je pense qu'on peut développer une part d'irrégulier. Par contre, je pense que sur même un modèle qui est très intensif, on peut faire mieux pour la biodiversité. Et effectivement, la surface de la forêt, elle augmente. Mais moi, cet argument, la biodiversité, elle ne s'améliore pas. Alors souvent, on met en avant les espèces de milieux ouverts, etc. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant qu'est-ce qu'on a comme pratique à améliorer? On l'a dit tout à l'heure, c'est une forêt qui a été plantée sur des zones humides. Okay. Elles sont toujours humides d'ailleurs. Elles sont toujours humides. Allez à l'Andiras, vous allez voir, il y a encore de l'eau qui revient. Et c'est pour ça qu'on draine. Mmh. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet. Est-ce que les sylviculteurs sont prêts à arrêter le drainage? Est-ce que l'État est prêt à arrêter de subventionner ce type de drainage, comme ça a été le cas après la tempête? Aujourd'hui, on a un doute. En plus, ça gêne sur la DFCI. Deuxième question. Effectivement, le drainage, la diversification. On sait qu'il va falloir maintenir, même dans une forêt de pins maritimes, on a toujours quelques feuillus. Les maintenir, en rajouter. Le troisième, c'est la protection des sols. Et là, je vais essayer d'être clair.
le fadet des lèches, le petit papillon que vous adorez qui est dans votre journal. C'est un papillon qui se reproduit sur la molinie bleue, qui pousse sur des touradons, qui aiment les milieux humides. Aujourd'hui, ces touradons, nous, ce qu'on aimerait, c'est que les sylviculteurs les protègent. Les cartographies, vous le faites en majorité, mais les protègent. C'est-à-dire que quand on fait passer les engins, on a des plans de circulation. C'est-à-dire que même dans une zone où on a planté du pin maritime, entre deux bandes, il y a une bande qu'on ne travaille pas. On fait attention aux engins. On s'engage à protéger ces touradons. Et ça, je pense que c'est vraiment des choses sur lesquelles, où concrètement, on vous sent proche. On sent que vous avez le truc. Ouais. Mais là, maintenant, il faut y aller. On va voir. Nicolas Lafont, je vous ai vu hocher la tête. Je ne sais pas si c'était parce que vous étiez d'accord ou pas d'accord. Peut-être les deux. Je ne sais pas si c'était un d'accord ou un coup de boule, en fait. Voilà, c'était sur déjà le drainage. Bon, particulièrement sur le drainage, je ne sais pas où c'est que vous avez vu du drainage en forêt. Il y a eu quelques décennies où il y avait eu du drainage. Aujourd'hui, au lieu de faire du drainage, on rebouche les fossés parce qu'il y a un manque d'eau. On préfère garder l'eau sur nos terrains. Quand il y a trop d'eau, on ne va pas travailler dessus. Et quand il y a moins d'eau, on y travaille. On fait comme nos anciens. Il y a des époques pour travailler, d'autres époques pour ne pas travailler. Cette année, malheureusement, on peut y passer. On peut passer jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'eau. Par contre, sur la biodiversité et le fadet des lèches, je ne vais pas vous l'apprendre, le fadet des lèches, ici, il est totalement commun. Sur le reste d'Europe, il n'existe presque pas. Alors, la moulinie qui sont porteurs, pourquoi il y a de la moulinie ? Parce qu'il y a de la mosaïque dans notre culture. Il y a des coupes qui font que... Précisez ce qu'est la mosaïque, s'il vous plaît, monsieur Lafont. La mosaïque, c'est-à-dire que c'est des parcelles qui vont être coupées. Et après, il y a différentes classes d'âge qui sont sur le massif, ce qui fait qu'il y a des ouvertures sur le massif. Et le fadet de lèche, si on laisse du pin maritime grandir, il n'y est plus sur ce support, sur ce support. Et c'est dommage, mais il n'y a pas que le fadet des lèches, vous le savez très bien. Voilà, il y a plein de choses. On s'est étonné, et c'est vrai que pendant... On a travaillé. Pendant beaucoup de... Il va finir, monsieur Lafont. Pendant des décennies, on n'a pas regardé, on n'a pas communiqué sur ces choses-là. Je suis né là, je suis né de la forêt, mes ancêtres sont nés là. J'espère que mes enfants, mes petits-enfants pourront vivre sur cette forêt. Donc, je ne vais pas la détruire, ou alors je suis inconscient. Je crois qu'on est là pour la préserver. On a d'autres visions. Je crois qu'on est là pour croiser nos constatations et aller vers l'avenir de cette forêt. On n'est pas là pour la détruire, ni les uns ni les autres, mais on est là pour la conserver. Ok. Mais vous êtes d'accord avec ça, Sylvain? J'aimerais bien que ce soit justement d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics continuent de financer le drainage. Donc là, j'entends que vous n'y êtes pas favorable. Aujourd'hui, on continue de détruire des touradons où vont le fadet des lèches parce qu'on a une surmécanisation. Est-ce que vous êtes favorable à faire plus attention et faire évoluer la mécanisation? Vous voyez, ce que j'ai besoin, vous me demandez les conditions de réussite. On a besoin de choses claires. Alors, la surmécanisation ou la mécanisation avec Emmanuel de Montbron. Je vais en rajouter sur les sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, parce que je n'ai pas du tout la même vision que vous sur la biodiversité. C'est-à-dire que vous raisonnez la biodiversité à l'échelle de la parcelle, et vous voulez avoir le maximum de biodiversité à l'échelle d'une parcelle. Nous, ce que l'on constate, c'est notre histoire, c'est notre sylviculture, parce que la coupe rase, ça date pas d'hier, hein, ça a toujours été pratiqué dans les Landes. Ce que l'on constate, comme l'a dit Nicolas, c'est que à l'occasion de la coupe rase, on passe d'un milieu qui est fermé, forestier, avec un cortège de faune et de flore, qui va être détruit ou déplacé temporairement le temps de la coupe rase, et va s'installer à la place tout un cortège de biodiversité qui est lié à des milieux ouverts, lumineux, chauds, etc. Et c'est comme ça qu'on a une alternance de biodiversité. Et la mosaïque dont parle Nicolas, c'est le maillage des parcelles forestières qui constitue notre massif et qui fait qu'on a cette biodiversité non pas à l'échelle de la parcelle, mais à l'échelle du massif, avec une circulation entre les différentes zones. Voilà, c'est ça notre modèle de biodiversité dans les Landes de Gascogne. Donc on a deux modèles. Allez, on va aller voir un autre élément illustré par une vidéo qui là évidemment met de la mécanisation en avant, puisqu'on va parler du dessouchage. Vidéo que vous pouvez commenter l'un et l'autre évidemment en même temps qu'on la voit à l'image. C'est parti. Là, on est sur une pratique qui est vraiment complètement dévastatrice, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à arracher la souche des arbres. En forêt, il faut comprendre que en fait, les réseaux racinaires sont extrêmement importants, même pour le carbone, le stockage de carbone. Et ça, c'est une pratique qui s'est développée avec le bois énergie, puisque ces souches, en fait, elles partent de l'usine Smurfit qui les utilise pour se chauffer. Et alors, ça, c'est pour chauffer ou faire du papier, mais oui. Vous avez raison de... J'étais parti sur autre chose. Allez, là, je pense que pour Nicolas répondre, Lafont. on est tout à fait d'accord.
C'est vrai qu'il y a quelques années, on était favorable à ce dessouchage. Aujourd'hui, on manque d'éléments. Et je vous propose de travailler sur ces éléments, de travailler avec les chercheurs, voir s'il y a un impact sur le sol, voir s'il y a un impact sur plein de choses. Je crois que techniquement, il faut qu'on arrive à trouver une bonne solution pour stabiliser les terrains. Et je pense que, qu'est-ce qui vous a fait évoluer là-dessus ? Je pense que c'est l'interrogation. Des fois, on peut dire bon, c'est bon parce qu'il y avait un aspect économique aussi au niveau des souches. Il faut faire vivre aussi les personnes qui ont besoin de ce bois. Voilà. Le volet économique des souches, en 2 mots, c'est... C'est une réalité, quoi. C'était une réalité économique il y a quelques années. Il faudra sans doute la remplacer par autre chose. Mais aujourd'hui, si c'est néfaste pour nos sols, mais pourquoi on le ferait ? Là aussi, une question très technique, parce qu'on a tous un petit jardin, quand on regarde l'émission ce soir depuis chez soi, on se dit, bon, si j'enlève les souches, j'ai plus de bosse, mon terrain il est propre, je peux replanter plus facilement. Alors est-ce que c'est une version totalement naïve du regard que j'ai ce soir, Emmanuel de Montbron ? Expliquez-nous pourquoi on dessouche et pourquoi on dessoucherait plus. C'est ce que je voulais dire. Les techniques de dessouchage, elles sont assez récentes, elles datent de la tempête de 2009, enfin elles se sont beaucoup développées à l'occasion de la tempête de 2009. Et heureusement qu'on avait cette solution, parce que tout le monde ne s'en rappelle pas, mais moi je me rappelle, parce qu'on avait des parcelles qui étaient envahies de souches renversées, et donc qui étaient impraticables. On ne pouvait plus développer de sylviculture. Donc heureusement qu'on a pu traiter ces souches. Bon, aujourd'hui, c'est une technique qui a beaucoup régressé. Aujourd'hui, ça concerne à peu près, on estime à peu près 1/3 des surfaces reboisées. Comme les surfaces reboisées font 1% du territoire, ça veut dire que c'est pratiqué sur 0,3% du territoire. Cela dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une technique qui fait débat, même au sein des forestiers. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on continue à travailler ce sujet pour essayer de reprendre des études qui ont été faites, les actualiser et voir si effectivement on peut pratiquer ça, parce que ça a un certain nombre d'avantages, vous le disiez, par rapport au jardin. Mais moi, j'ai débroussaillé des parcelles qui sont dessouchées ou pas dessouchées. Je peux vous dire que mon dos sent la différence. Donc il y a des avantages sur la qualité et la productivité des reboisements. Mais effectivement, il ne faut pas que ça soit fait au détriment de la gestion durable. Donc continuons effectivement des études pour vérifier ça. Avant une question sur l'âge de coupe, peut-être Jacques Azra là-dessus, sur le dessouchage. Je peux peut-être, reprendre sur le dessouchage. Le seul avantage qu'on peut évoquer, c'est le confort des chauffeurs dans les tracteurs et la casse mécanique qui est réduite. Mais sinon, il y a 26 000 aspects négatifs du dessouchage. C'est une des pratiques les plus néfastes, les plus aberrantes à mon avis. Je vais vous en citer quelques aspects. Bon, c'est une atteinte au sol énorme avec des tassements parce que vous faites passer plusieurs engins énormes pour aller les broyer, les arracher, pour les arracher plutôt, ensuite pour les récupérer. Il y a une destruction de l'ambiance forestière, une dévastation de la structure du sol. Il y a une exportation de matières organiques, évidemment, puisqu'on les enlève. C'est un sacrifice de réservoir d'humidité, parce que chaque souche, une fois qu'elle est bien pourrie, c'est une éponge. On va vers des périodes qu'on nous annonce de plus en plus sèches, vous l'avez entendu peut-être. Et c'est important d'avoir un maximum de matière organique présente sur la parcelle, cette matière organique étant capable de se charger fortement en humidité le maximum possible, et cette humidité étant ensuite libérée, diffusée progressivement autour de chaque souche. Ensuite, c'est aussi une disparition d'habitat. Vous avez des insectes xylophages, des champignons lignivores, etc. Vous avez la disparition d'une chaîne alimentaire, les bases d'une chaîne alimentaire, parce que chaque larve d'insecte lignivore va être mangée par un oiseau, etc. Voilà. Ensuite, j'avais envie de reprendre aussi sur l'amélioration de la sylviculture locale, puisqu'il y a eu des échanges déjà. Et là-dessus, moi, alors, sur les coupes rases, en fait, moi, je ne suis pas opposé du tout aux coupes rases. Je trouve juste que c'est stupide. Ça revient un peu au même. Et votre association prône qu'on arrête les coupes rases. Non, non. Notre association, je ne suis pas Canopée, je suis ProSylva. ProSylva. On ne préconise pas l'arrêt des coupes rases. On dit juste, réfléchissez. C'est idiot. Parce que si vous voulez, une coupe rase, pour nous, c'est une impasse. Vous entrez dans un système. Vous avez construit une usine à produire du bois. Pendant 20 ou 30 ans, vous avez construit cette usine. Et puis, à 35 ans, vous arrivez et vous la détruisez. Alors que c'est là où elle commence à produire le maximum. C'est à cet âge-là que vous commencez à rentrer en production de
maximale. Est-ce que cet exemple vous va, Emmanuel de Montbron, ou est-ce qu'il y a débat quand même sur l'exemple qui vient d'être donné? Ce que je voudrais dire, c'est que je ne sais pas sur mon temps, la sylviculture du pain maritime, elle ne s'est pas construite comme ça sur une aberration. Je veux dire, c'est le fruit d'un travail depuis 50 ans pour essayer de mettre au point des techniques, de les améliorer, de faire de la sélection pour augmenter la productivité. Et la productivité, ce n'est pas un gros mot. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, moi, je vais faire une rénovation de maison. Il faut que je change toutes les huisseries de ma maison pour faire des économies d'énergie. J'ai fait faire un devis pour faire des huisseries en PVC. J'en ai pour 31 000 euros. Je vais faire des huisseries en bois. J'en ai pour 43 000 euros, c'est-à-dire plus de 40%. Donc ça, c'est un problème et ça, c'est un scandale. Et là-dessus, on pourrait travailler ensemble. La démonstration. Mais ça veut dire que aujourd'hui, des produits qui sont polluants et qui ont un bilan carbone désastreux sont plus avantageux pour le consommateur que du bois. Ça, c'est pas normal. Et donc, pour ça, il y a deux axes de travail sur lesquels on pourrait travailler ensemble, puisque vous nous avez dit que vous faites du lobbying. C'est obtenir... Que des mains tendues ce soir. Hein. Obtenir... D'intérêt général. Hein. C'est obtenir des réglementations, des taxations sur des produits polluants pour favoriser l'utilisation du bois, qui, je crois qu'on en est d'accord, est un matériau noble et vertueux. Et puis le deuxième point, c'est que nous, on doit faire des gains de productivité pour être capable de proposer aux consommateurs des produits bois qui leur conviennent en qualité et en prix. Sinon, ils vont utiliser d'autres produits. Est-ce que dans les gains de productivité, il y a le fait de couper les arbres plus jeunes qu'autrefois? Alors on coupe des arbres plus jeunes qu'autrefois parce que les gains de productivité que je vous ai indiqués, ils nous ont permis de faire des gains de 40%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à atteindre la taille d'exploitation en bois d'œuvre plus rapidement qu'avant par rapport à ces progrès. C'est pour ça qu'on coupe plus jeune, mais la taille des bois est toujours destinée à faire du bois d'œuvre. Allez, la réponse de Sylvain Angeran et on prend les questions du public pour tenir nos délais ce soir. Il y a un vrai sujet sur le raccourcissement de l'âge, vous avez raison. Oui, il faut produire du bois d'œuvre, on va le voir sur la troisième partie. Il n'y a pas que le fait de raccourcir, en fait aussi, d'avoir des arbres de plus en plus jeunes. Je vais donner juste une illustration. Je pourrais faire, comme Jacques, une grande allitération de tous les inconvénients. Mais il y en a une. On parle d'incendie parce qu'il nous reste 1 minute. Je vais hyper vite. En fait, plus vous avez des arbres jeunes sur le pain maritime, plus vous avez des peuplements denses, donc sensibles aux incendies. Et à l'inverse, le pain maritime, c'est un arbre qui commence à être résistant aux incendies quand son écorce est épaisse, donc avec des arbres plutôt gros. Et donc, c'est ça qui est important aussi à se dire, c'est que si on veut produire des bois, des gros bois de qualité, ça je vous rejoins, il faut aller vers des gros bois et pas des petits bois, et inverser la tendance actuelle qui est de raccourcir, de couper de plus en plus jeunes. Ok ? Et c'est aussi sur les incendies, c'est aussi sur la fertilité des sols, c'est-à-dire que les arbres, à un moment, c'est quand ils vieillissent qu'ils ramènent ce qu'ils ont pompé au sol. Et si vous les coupez jeunes, vous perdez sur les sols. Allez, juste qu'on soit simple, sur l'âge des arbres, combien d'années vous sépare entre ce que je viens d'entendre avec Emmanuel de Montbron et ce que vous préconisez? Allez-y. Vous les coupez à quel âge aujourd'hui? Je ne sais pas quel est votre objectif. Nous, aujourd'hui, on coupe des pins à 45 ans, 45, 50 ans. Aujourd'hui, c'est en train de descendre à 35 ans. Ça, c'est pas acceptable. 45, et Jacques va nous l'expliquer, on peut récolter des pins. Et il ne pourra pas l'expliquer maintenant, malheureusement, parce qu'on va être obligé de couper. En tout cas, il faut inverser la tendance. C'est-à-dire que là où je vous rejoins, c'est qu'il faut reproduire du bois de qualité, des gros bois. Et aujourd'hui, la tendance, elle est à l'inverse. Ok. Allez, question de la salle et de nos réseaux, et on les remercie, tous ceux qui nous suivent. Et c'est Bruno Doucet qui se lance avec une question de la salle. Je répète, ce n'est pas sa question à lui. Merci Bruno. Et là, cette fois-ci, on a dû bien réfléchir parce qu'il y en a un paquet. Alors, il y a une question qui concerne l'installation de panneaux photovoltaïques sur les zones forestières, ou sur les zones en tout cas de monoculture de pin. La question est la suivante. Le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest serait-il prêt à lancer un appel contre, d'une part, les projets d'installation de panneaux photovoltaïques en remplacement du pin, et contre la ligne à grande vitesse Gironde-Land, qui est donc une ligne de train qui, pour s'installer, a besoin de supprimer des parties de forêt. La réponse va être rapide, bien sûr. C'est oui. Nous ne sommes pas là pour défricher de la forêt. On est là pour faire la sylviculture. Bon, bah écoutez, il y en a qui marquent des points ce soir, on dirait. Oui, Emmanuel Je rajoutais que ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait, on a déjà pris position, on a même attaqué la déclaration d'utilité publique avec la CEPANSO pour la LGV, donc on est parfaitement en phase sur ces sujets-là. Allez, on va prendre une autre question, Eric, si vous voulez bien, on va essayer d'en prendre 3, et on est en train de déborder un petit peu. Oui, alors une question très particulière sur la forêt du Ciron et l'intérêt du biotope, et avoir des réponses concrètes sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour protéger ce type de forêt. On va préciser où aller peut-être ?
Oui, sur la vallée du Ciron. Ok, mais on va poser le département parce que je crois que ce soir on est Gironde. Voilà, merci. Pardon. On est en Gironde et on est en Gironde. Alors on y va. Eh ben, c'est vrai qu'on a été un peu vite au débat, mais il y a des mots forts qui ont été dits. Il faut arrêter les coupes rases dans le feuillu, en particulier autour du Ciron et de ses affluents, parce que cette forêt feuillue, elle protège cette rivière. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est que le CISO a fait un pas en avant. Mais il manque quelqu'un qui était autour de la table, qui était invité. C'est la coopérative Alliance Forêt-Bois, qui n'a pas voulu débattre justement de ces coupes rases. Et cette coopérative, c'est la plus grosse du coin, elle continue de couper des feuillus. Et au-delà de ces entreprises, parce que c'est pas le sujet, comment on change les règles du jeu puisqu'on est d'accord, pour que dans le schéma régional de gestion sylvicole, les règles qui s'appliquent à tout le monde, ce soit juste interdit et pas juste basé sur la bonne volonté. C'est ça qu'on a besoin de voir concrètement. Alors, ils ne sont pas là, Alliance Forêt-Bois, on les salue d'ailleurs, on leur donnera la parole s'ils veulent répondre. Moi, je ne vais pas parler Emmanuel pour Do. eux, je parle pour le CISO. Allez-y. Au niveau du CISO, on est tout à fait d'accord sur la protection des ripisylves. On sait parfaitement, avec les études scientifiques qui ont été faites, de l'intérêt environnemental, sanitaire et même économique de ces zones-là. Donc, on est tout à fait en phase. Le travail, comment on va s'y prendre? C'est justement le genre de travail sur lequel il faut avoir des collaborations. C'est ce qu'on a fait avec les Cepenceaux, puisqu'on vient de sortir, la FIBOIS Landes de Gascogne vient de rédiger une fiche avec la Cepenceaux pour donner des préconisations. En commun. En commun, oui. Non, je C'est un travail commun qui a permis de définir un certain nombre de recommandations pour essayer de préserver ces ripisylves. Et nous, on est tout à fait partants pour travailler là-dessus. Allez, on est à la 30e minute. Un petit mot de Sylvain Angeron. La fiche, elle est excellente, mais elle s'engage à une protection jusqu'à 10 mètres. Là, ce que j'ai besoin de clair, c'est 10 mètres du cours d'eau. 10 mètres du cours d'eau. C'est pas suffisant pour protéger la rivière. Toutes les études le montrent. Quelle distance vous préconisez? C'est surtout que tout ce qui reste de feuillu soit protégé. Et ça, je vous vois opiner, c'est vraiment ça où il faut être clair. On n'est plus à se battre pour 4 ou 10 mètres là. On est sur préserver les derniers feuillus. Comme le cadrage était serré, c'est Nicolas Lafont qui opinait, c'est vous qui allez conclure. Pourquoi alors du coup aujourd'hui on découvre, ou vous êtes plus nombreux à dire oui on va protéger les feuillus? Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. On les a préservés jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'il y a des cas, toujours, où il y a eu des problèmes sur ces zones-là. Mais je crois que la grande majorité des feuillus, s'ils sont là aujourd'hui, c'est qu'on les a laissés. Alors, les machines ont évolué, le sylviculteur a évolué aussi. Il faut se rendre compte de ça aussi. On se rend compte que les feuillus sont aussi des arbres qui protègent au niveau sanitaire nos pères maritimes. Donc voilà, il faut savoir évoluer. Je crois que la seule chose qu'on puisse dire, c'est que évoluons, sachons évoluer, et évoluons ensemble, en discutant. On ne sera pas toujours d'accord, ça c'est sûr. C'est tout à votre honneur. Je finis juste là-dessus, parce que c'est ça qui est important. C'est qu'effectivement, nous, on n'est pas contre les coupes rases dans le pain maritime. Encore une fois, on l'a expliqué, il faut faire évoluer le modèle. Là, en fait, le pas qui a été fait, c'est de dire on en a marre de payer pour les autres. C'est-à-dire que c'est peut-être une minorité de pratiques. Et c'est essentiel, et je tiens à le dire, que des sylviculteurs, le CISO, disent aujourd'hui, c'est une pratique marginale, on doit franchir un pas, elle doit être arrêtée, parce qu'on en a marre de pâtir cette image. Écoutez, on garde cette note positive pour terminer. On avait une question que je prendrai après, Eric, je la prendrai sur la troisième partie. C'est l'heure de la troisième partie, on va faire une pause, parce qu'on est dans un rythme qu'ont connu à une époque les sylviculteurs, mais ils ne le font plus, on vient de l'entendre. On abat autant de débats que d'arbres bientôt. Alors attention, c'est parti. Troisième rendez-vous de cette soirée. On vous retrouve tout de suite. Allez, c'est retour sur le plateau et je suis sûr que devant vos écrans, ici dans la salle, vous vous dites enfin une femme sur le plateau. Et on est ravis parce qu'effectivement, on avait beaucoup de sylviculteurs et d'experts, on n'avait pas trop d'expertes et de sylvicultrices, donc on fera peut-être des pourcentages tout à l'heure avec Bruno Lafont, le président du CISO qui nous rejoint. En tout cas, cette thématique qui est la troisième et qui nous permet de vous accueillir, Julia Ouellette, vous êtes ingénieur agro chargé de programme forêt métropolitaine au sein de l'ONG Canopée, qu'on ne présente plus ce soir, qui est un de nos partenaires, avec le CISO, le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest et Bruno Lafont, au président. Et on découvre ce soir Jean-Antoine Ballarin, vous êtes sylviculteur, vous aussi, membre du bureau du CISO, et Sylvain Angeron est resté avec nous. Vous êtes donc 4 pour cette troisième partie et on plante le décor avec une question. J'ai l'impression qu'on a un petit peu la réponse dans la question. On l'a choisie ensemble. Est-ce la forêt qu'on adapte à l'industrie ou l'industrie à la forêt? Vous avez 2 minutes. Non, à toi.
Non, mais oui, comme le disait un éminent sociologue, un point de vue, c'est la vue de son point. Et selon la façon dont on regarde la forêt, effectivement, on peut y voir prioritairement un puits de carbone, on peut aussi y voir tout simplement de la ressource en bois pour l'industrie, ou peut-être les deux, ce qui peut sembler contradictoire. Et je commence avec vous sur cette question, Julia Wallet. Merci, bonjour à tous. Alors il est évident que pour nous, à Canopée, la forêt est d'abord un puits de carbone qu'il faut maintenir, qu'il faut restaurer. Et ce n'est pas à la forêt à s'adapter à l'industrie et aux industries, puisqu'effectivement la filière des Landes de Gascogne elle est très plurielle, donc va y revenir. Donc comme l'a dit Sylvain, le premier levier pour nous, c'est d'abord travailler sur la sylviculture de qualité qui stocke le carbone en forêt et dans les sols, car je le rappelle, ce sont les sols, la litière et le bois mort qui stockent davantage de carbone. Le second levier, et là je regarde les industries, c'est stocker le carbone dans les produits à longue durée de vie. Alors, à longue durée de vie, ça veut dire quoi ? C'est le bois d'œuvre, c'est l'ameublement intérieur, extérieur, c'est la construction, la rénovation, c'est aussi les panneaux, donc c'est aussi du bois de trituration qui sert à faire du panneau. Mais là, on a un problème au niveau de la filière des Landes de Gascogne, car sauf erreur de ma part en préparant ce débat, votre filière, elle priorise davantage des produits à moyenne, courte, voire très courte durée de vie. C'est le papier, c'est le carton, c'est la cellulose. Et donc, vous allez peut-être être surpris, mais nous, Canopée, on souhaite vraiment mettre l'accent sur les produits à longue durée de vie, donc sur les sciages, les premières et secondes transformations. Et donc pour nous, c'est très important. On sait que la filière a fait des efforts, notamment dans le cadre d'une action, alors peut-être que vous allez pouvoir y revenir, Monsieur Lafont, c'est l'opération Action Bois d'œuvre, avec un consortium de 6 scieries. Alors je ne vais pas les énumérer parce que je risque de les oublier, mais qui ont mutualisé leurs efforts pour pouvoir produire notamment un produit, la mêlée-collée, pour pouvoir aussi mettre du bois local, etc. Voilà quelque chose d'intelligent, de pertinent. Sauf que votre scierie, c'est les hémorragies en ce moment. On va en parler d'ailleurs. Voilà. Alors, réponse déjà, est-ce que vous avez fait le choix du court et du moyen terme, messieurs? Alors, peut-être M. Ballarin. Monsieur Ballarin. Mettez le micro, M. Ballarin. Prenez le micro. Près de la bouche, allez-y. Je suis ravi, moi, aujourd'hui, d'être ici et de pouvoir échanger. Ce qui me gêne plus près le micro, M. Ballarin. Ce qui me gêne un peu ce soir, c'est qu'il y a trop de points, si vous voulez, où on est d'accord. Ça me mettez un gêne. point, vous n'êtes pas d'accord. C'est gênant, on c'est est le venu moment, là pour débattre. Mais plus sérieusement, vous savez, la forêt des Landes de Gascogne, mes collègues l'ont dit avant, elle existe depuis plus de 100 ans. C'est un écosystème parfait. Elle est d'abord puits de carbone, parfaitement puits de carbone. Et notre seul objectif en tant que producteur de bois, et ça depuis des générations, ça a été de produire du gros bois. Alors, là où je vais vous rejoindre, peut-être, et vous surprendre, c'est que quand on regarde un peu quelques statistiques de ce qui sort de la forêt en termes de bois, il y a 20 ans, on sortait à peu près 8 millions de mètres cubes de la forêt landaise. Aujourd'hui, on n'en sort plus que 7. Il y a 20 ans, on avait un bon équilibre. On avait à peu près 4 millions de gros bois et on avait 4 millions de bois d'industrie. Il n'y avait pas du tout de bois énergie. Aujourd'hui, on sort donc moins de bois, on sort de l'ordre de 6 à 7 millions de mètres cubes, mais ce qui est dangereux pour nous, et nous y voyons, nous avons une grosse inquiétude, et c'est là où on va être d'accord, c'est que le gros bois a baissé, puisqu'on est autour de 3 millions de mètres cubes. Par contre, et je termine avec ce chiffre. Par contre, le bois d'industrie est resté à peu près à 3 millions, et il y a quelque chose que nous trouvons de dangereux pour la production de bois d'œuvre, qui est notre seul objectif, c'est la montée en puissance du bois énergie. Alors on l'entend, c'est un constat. Bruno Lafont, est-ce qu'on est face à quelque chose qui est inéluctable ou est-ce que vous avez le pouvoir, et je parle là au président du CISO, sylviculteur, d'agir pour que ça change? Alors d'abord, nous le faisons. Nous le faisons parce que nous avons créé dans le cadre de l'interprofession le fait de promouvoir des produits bois. Parce que ça vient d'être dit. Nous, notre objectif, il est le bois d'œuvre et d'avoir du bois construction, d'avoir des belles réalisations avec du pin maritime qui nous permettrait de valoriser ce bois au maximum. Un bois, c'est rond. Donc, pour faire des planches et pour faire des poutres qui sont rectangulaires, il y a des chutes.
Il ne faut pas inverser ce que vient d'évoquer Jean Ballarin et ce qu'a dit Madame. Il ne faut pas inverser le système. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des scieries importantes, peut-être plus importantes que ce que nous avons, pour pouvoir continuer à avoir ce matériau qui nous intéresse. Et personnellement, enfin, dans le cas du ciseau, nous sommes pour la promotion de ces produits. Et tous les ans, nous avons ce prix régional qui après est un prix national. Pourquoi le système est inversé? Parce que si vous allez à la source du problème, peut-être que c'est pour des raisons économiques, on imagine. Oui, parce qu'à un moment donné, on s'est désindustrialisé ici, comme on l'a fait en France. Donc vous comprenez, et après, on a adapté les outils industriels au petit bois. Donc, si vous voulez, toute la chaîne s'est trouvée perturbée. Or, aujourd'hui, nous voulons remettre cela dans le curseur parce qu'il y en a marre d'importer des bois. Il y en a marre d'avoir sur les parcs des bois étrangers plutôt que des bois français. Donc, ce sont les Scandinaves qui ont donné une norme en France. On s'est opposé. Pourquoi nous avons créé une union des sylviculteurs du sud de l'Europe? Parce qu'ensemble, nous avons voulu peser Espagne, France, Espagne, Portugal et les forestiers. D'ailleurs, c'est très intéressant de travailler ensemble. Nos bois poussent plus vite. Parce que c'est une forêt jeune ici. Alors, bien sûr, nos parents, arrière-grands-parents, ont fait en sorte de marier des pins mâles à des pins femelles de belle catégorie pour qu'ils soient de plus beaux. Donc, et aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons des pins qui sont coupés à 45 ans. Alors, certains disent 35, mais il vaut mieux 40 quand on veut du bois un peu solide. Eh bien, si vous voulez, ça nous intéresse. Et donc, on veut absolument promouvoir, que ça soit au niveau des architectes, au niveau de tous ceux qui sont des prescripteurs. Mais le problème, c'est monter des unités. Et ça, nous, on peut le demander, mais il faut que les pouvoirs politiques le veuillent. C'est bien beau de faire de l'affichage, de mettre 3-4 poutres dans un bâtiment. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un bâtiment en vrai pain maritime, parce qu'on est capable de le faire. Tous les anciens faisaient des maisons avec du pain maritime. Alors, je vous en prie, on peut continuer à le faire aujourd'hui. Sylvain, est-ce qu'on n'est pas en train de révéler un petit paradoxe ou un gros paradoxe et en train de se dire que finalement, ce qui était présenté comme du développement durable, c'est-à-dire en gros se chauffer avec du bois, a des conséquences qui vont à l'inverse de ce qu'on cherche? Je vais reprendre, si vous me le permettez. Juste là, sur cette question, j'aimerais bien vous entendre et après on revient. Ok, ça marche. Parce que c'est quand même quelque chose, on est en train de se dire, attention, on est en train de produire du bois pour aider les gens à se chauffer, le bois énergie, et alors qu'on a tous dit, c'est génial, il faut faire ça. Bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bois, malheureusement, c'est toujours présenté comme quelque chose qui est neutre en carbone. Non, quand on chauffe, le bois, il émet du CO2, il en émet même plus que le charbon. C'est ça qui fait un peu mal. Après, on pourrait ouvrir un débat sur la neutralité carbone du bois en prenant tout en compte, tous les paramètres, etc. On en aurait pour la soirée. Mais ce qui est important, nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, le bois énergie aurait dû toujours rester un coproduit d'une sylviculture et une transformation de bois d'œuvre. Et on voit qu'il y a un découplage qui se fait. Il y a de moins en moins de bois d'œuvre et de plus en plus de bois énergie. Alerte rouge. Et là, pourquoi on en arrive là? C'est pas que la seule faute du bois énergie, c'est que le bois énergie, la nature a horreur du vide, donc elle va là où c'est simple. C'est que l'État, les régions, etc., n'ont jamais eu de politique industrielle forte sur les scieries. Ça peut paraître bizarre, quelqu'un qui protège la forêt parle des scieries. Mais c'est qu'en fait, on a voulu copier le modèle nordique, qui ont une forêt qui est très simple, avec des grosses scieries. Nous, en France, on a tout un tissu de petites et moyennes scieries. Il y en avait 15 000 dans les années 60, il y en a plus que 1500. Et c'est ça qu'il faut réussir à soutenir en disant non pas on va faire des grosses méga-scieries, il y en a déjà des grosses, c'est elles qui tiennent. Mais il faut créer, comme l'a dit Julia, des moyens de mutualisation des outils. Et derrière, je finis juste sur un point pour le consommateur. Ça coûte moins cher. Moi, je vais acheter mon parquet chez moi directement dans les scieries. Et ben, j'achète du parquet 30 € le mètre carré, alors que si je vais au Leroy Merlin ou Castorama, c'est facilement le double ou le triple. Donc c'est juste la question, c'est où part la valeur ajoutée? Et comment on fait pour qu'elle reparte aux sylviculteurs, à la forêt, aux scieries? Et ça, on a des propositions. On les entend tout à l'heure. Jean Ballarin et après Julia. Oui. Ouais, peut-être. Moi, je rebondis sur votre proposition et sur votre demande. Comment pourrait-on inverser ces choses-là? Moi, j'ai une idée. Et vous allez nous aider. Pourquoi, aujourd'hui, avec le plan de relance, les divers plans de relance qui étaient dédiés à l'industrie, on ne les a pas dédiés pour les industries de bois d'œuvre? Au lieu de les dédier aux industries, d'aider les industries de bois énergie, qui, de façon l'investissement est moins important, les dégâts peuvent être très importants pour notre sylviculture. Par contre, les investissements à faire pour le bois d'œuvre, pour les scieries de bois d'œuvre, vont représenter peut-être des sommes plus importantes, mais ils sont beaucoup plus bénéfiques pour le climat, pour tout ce que vous voulez, et également pour les bénéficiaires,
que seront demain les industriels et les sylviculteurs. Alors, Julia Ouellet va vous répondre. Moi, j'aimerais bien comme aller chercher Bruno Lafont sur un terrain qu'il connaît bien, parce qu'il a multicasquette. Il a rencontré le nouveau préfet récemment. Vous avez dû bosser avec l'ancienne préfète. Répondez à votre collègue du CISO. Comment ça se fait qu'on n'a pas intégré les scieries dans ses plans? Vous qui avez souvent des rapports avec des membres des représentants de l'État. Vous avez pu remarquer. C'est pas une punition que je vous demande. Non, du tout. Mais vous avez pu remarquer que la façon dont je l'ai exprimé tout à l'heure, je l'exprime de la même façon depuis très longtemps. Mais je pense que je ne dois pas m'exprimer en bon français. Il faudrait que je reprenne le gascon, peut-être. Mais malgré que quand ils viennent, ils sont d'autres régions. Non, mais plus sérieusement, c'est difficile parce que c'est un sujet sur lequel nous revenons. Mais la preuve, ça ne fonctionne pas. Alors, on nous dit, c'était une vraie vie dans nos villages, les scieries. Et ce qui a été dit, c'est qu'on peut aller acheter le bout de bois pour le petit bout de garage qu'on veut agrandir, etc. Mais c'est difficile aujourd'hui, faire venir des industries, parce que chaque fois on vous parle de grosses industries, mais on pourrait avoir des unités plus moyennes, indépendantes, qui pourraient se faire. Mais aujourd'hui, c'est très difficile et il n'y a pas d'orientation dans ce sens-là. Et Julia Ouellet, vous vouliez parler depuis un moment. C'est Wallet, j'insiste. Wallet, pardon, excusez-moi, désolé. Je tiens à mon nom. Oui. Mais décidément, on est d'accord ce soir sur ce sujet-là, puisqu'effectivement, juste en termes de chiffres, 50% des aides actuellement destinées à la forêt, que ce soit du ministère de l'Agriculture ou du ministère de l'Environnement, partent pour la filière bois-énergie. Donc, clairement, c'est vraiment un appel à la puissance publique de réorienter ces crédits-là. Pour nous, en tout cas, pour Canopée, c'est vers une sylviculture, on l'a dit, de qualité, qui stocke le carbone, mais également pour l'émergence ou en tout cas le développement des petites et moyennes scieries, qui ici des gros bois ou des très gros bois. Si on a ce signal économique fort pour les propriétaires, bien sûr, naturellement, vous allez attendre et faire pousser vos bois pour les faire scier. Mais clairement, en l'état actuel de la filière, finalement, c'est le prix qui gagne aussi. Et quand on voit les énergéticiens et à quel prix ils payent actuellement le bois énergie, eh bien, on ne peut que constater des dérives. Alors, je vous ai entendu plusieurs fois dire que vous êtes des producteurs de bois d'œuvre. Je sais que le signal est encore à bas bruit, mais on a des traductions très concrètes sur le massif landais, malheureusement. On a des éclaircies qui se font de plus en plus tôt. Nous avons des peuplements de 20 ans qui partent entièrement au bois d'énergie. Ouais, c'était Voilà. 30 ans tout à l'heure, là c'est 20 ans maintenant. Voilà, donc oui, tout à fait. Donc ça, à dire d'experts, bien évidemment. Et on a aussi parfois des tris au chantier qui ne se font plus, tout simplement. Voilà, parce que maintenant, la production de bois énergie permet de couvrir le coût de mobilisation. Alors, c'est incroyable. Bruno Lafont, est-ce qu'on abat à 20 ans? Et Sylvain Angeran qui voulait réagir. Alors, est-ce qu'on abat à 20 ans? D'abord, ce que nous avons comme difficulté... Sur la question des 20 ans, allez-y. Les 20 ans, oui, il y a des gens qui veulent le faire. Mais ce n'est pas ce que nous préconisons, nous, les sylviculteurs. C'est pour ça qu'on vous entend. Ça, il faut bien le savoir. Okay. Ce qui nous a perturbés, c'est les deux tempêtes, 99 et 2009. Et aujourd'hui, on a cette marée de plus de 400 000 hectares de bois qui sont retrouvés à reconstruire au même moment. Et donc, nous sommes très contents, quand on est propriétaire, de garder des bois qui sont grands, des beaux bois, pour les amener à maturité. Parce qu'on sait que c'est là qu'on gagne. La valeur réelle, elle est ici. Et donc, aujourd'hui, bien sûr que dans le massif, il y a des éclaircies, il y a des tentations. Mais ce n'est pas nous qui allons donner les préconisations dans ce sens-là. Ça, si les propriétaires veulent le faire, ils le font, mais ce n'est pas nous qui le ferons. Mais ça, parce que ce n'est pas la finalité de notre métier, de notre passion. Sylvain Angeran. Je l'ai dit, on fait du plaidoyer ou du lobbying, je l'assume. On va embarquer le CISO avec nous à Paris et à Bruxelles. Parce qu'en ce moment, se décide l'avenir de ces fameuses aides. Parce que s'il y a autant d'aides vers le bois énergie, c'est qu'il y a une directive européenne sur les énergies renouvelables. Je vais faire très court. Bruno Lafont est en train de se dire où est-ce que je vais et quand, parce qu'il a l'air de découvrir. On est parti, quand même. Je sais pas, vous parlez pour lui, on va lui demander son avis après. Le Parlement européen, justement, a pris conscience de cette situation, partage tout ce qu'on dit. Tous les groupes politiques du Parlement ont dit qu'il faut arrêter de subventionner le bois énergie, il faut plutôt, du coup, aller subventionner l'amont, une bonne gestion forestière, les scieries. Et au niveau national, mais monsieur, vous n'êtes pas entendu. La Fédération nationale des propriétaires forestiers est vent debout contre cette orientation. La Fédération nationale du bois, qui représente les scieries, mais plutôt les grosses, est vent debout contre ça. Pourquoi, quand on vient ici, on parle avec vous, on est d'accord. Pourquoi, quand on va en Auvergne, quand on va dans l'Est, pour défendre les petites et moyennes scieries, tout le monde est d'accord de dire qu'il y a un problème sur le bois énergie. Quand je parle avec les panottiers, et mardi, on aura un autre événement, ils disent on a de la concurrence illégale, les prix montent. Pourquoi on n'arrive pas à ce que nos représentants nationaux pèsent dans le jeu? Donc montrons tous ensemble, Auvergnat, Landais, Lorrain, allez dire oui, on a besoin de scieries et moins d'aide au bois énergie. Éviter le jour des manifs pour la retraite, ça fait beaucoup de monde en même temps, et surtout vous n'avez pas de train. Une réponse, oui, M. Ballard.
il ne faut pas faire uniquement que pour les petites scieries. Quand on parle d'industrie bois d'œuvre, on parle d'industrie bois d'œuvre et bois process. Et ça demande plus d'investissement. C'est un complément, ça travaille avec les petites scieries. À partir de planches, on fait du bois process. C'est le lamelé collé, ça marche. Ça marche pour le bâtiment. Il nous faut du bois d'œuvre. C'est là-dessus. Je veux dire, il ne faut pas faire que de la petite scierie ou de la grande. Non, il faut faire c'est des pôles d'industrie. Il y a toujours eu, dans l'industrie du sciage, les grosses scieries pour faire du parquet ou autre, les scieries plus petites qui faisaient des planches et des chevrons ou autre. Ça, c'était l'écosystème industriel des années 50-60. Mais aujourd'hui, on peut faire plus moderne. Certes, faire du sciage avec des petites scieries, mais qui viennent en complément d'autres unités de sciage. Il y en a quelques-unes dans les Landes. Il y en a une ou deux qui fait du lamelé collé, du bois process. Manquer de scierie, peut-être alors rapidement, peut-être de main-d'œuvre aussi, non? Parce que c'est une non, question. mais tout ça, ça viendra. Je veux dire que lorsque votre modèle économique est intéressant et rentable, derrière, vous avez des emplois. Aujourd'hui, les emplois d'aujourd'hui sont très qualifiés. La forêt ne va pas manquer de main-d'œuvre. Là, on parle de scierie, on parle d'industrie. Ils ont des soucis en ce moment. Mais oui, non, mais attendez, oui, on peut. Non, mais sérieusement, ils ont du mal à recruter, c'est ça que je veux dire. Voilà. Non, mais je peux vous dire qu'il y a des pans aujourd'hui de la filière qui commencent à ne pas avoir de soucis de recrutement. Pourquoi? Parce que les gens sont de plus en plus qualifiés. Les postes aujourd'hui qu'il y a dans la forêt d'Aquitaine, et parlons-en, on a 50 000 emplois. Ouais. Ce n'est pas 50 000 ouvriers, c'est des ingénieurs, c'est des chercheurs, c'est des techniciens. Le forestier, le bûcheron d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est sur une machine. Il peut faire de la très bonne sylviculture, de la très bonne coupe. Je veux dire que l'écosystème de la forêt landaise, il est particulier. Il est riche. Ça, on l'a dit ce soir. Alors, je veux bien que vous ayez un mot. On avait un témoignage et surtout, j'aimerais bien qu'on se quitte sur une promesse qui a été faite en début de table ronde, mais c'est à vous de parler de suite. C'est qu'on se dise qu'est-ce qu'on a décidé ce soir et qu'est-ce qui sort d'ici. Alors, une réponse. Je vous remercie de votre optimisme, mais si en France entière, sincèrement, on a des problèmes de recrutement, notamment dans les entreprises de travaux forestiers qui sont sous-payés, c'est des travaux très pénibles. Donc là, j'en appelle aussi à la filière pour organiser aussi les choses. Et pourtant, c'est un maillon essentiel pour l'exploitation de la forêt. Mais on a aussi des problèmes de recrutement dans les bureaux d'études pour les ingénieurs bois que l'on n'arrive pas. Donc là aussi, un appel à revoir aussi les formations sur nos métiers du bois et mettre en avant le bois comme matériau d'avenir véritablement. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut... Alors, on avait normalement le témoignage de Lionel, on le prendra dans les questions tout à l'heure, parce que je ne l'oublie pas. J'aimerais bien qu'on se dise qu'on voudrait tenir une promesse qui a été faite, et je prends l'audience à témoin, on a dit que ce soir, vous étiez là, que ce n'était pas, Bruno Béziat l'a souligné, que ce n'était pas une habitude, que vous preniez la parole rarement à deux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir garder, si on fait une synthèse de concret, à part que vous partez quelques jours ensemble, tous les deux, j'ai bien compris, à Bruxelles? Tout à fait. Bon, on va voir. Moi, j'ai une première proposition, PEFC. Encore aujourd'hui. Allez, on va développer le sigle. Pas de sigle. Si. PEFC, c'est un label de certification. Cet après-midi, on était sur les coupes rases que vous avez vues là. 100% pour le bois énergie, labellisé PEFC. Ce label, on a une chance, c'est qu'il est en train de réviser ses critères. D'accord? Bon, moi j'étais dans tous les groupes de travail. Franchement, casque bleu, c'était un peu difficile. Et là, ce qu'on a réussi à obtenir, j'ai pas réussi à l'obtenir dans PEFC. Et donc moi, j'ai vraiment cette demande-là à faire au CISO. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on s'engage à faire remonter à PEFC que toutes ces forêts de feuillus et toutes celles qui sont améliorables, dans lesquelles on peut faire de la sylviculture, on arrête de les raser pour faire de la monoculture de résidus? Alors, est-ce que c'est ne plus couper ou ne plus raser? Non, ne plus raser, ça n'a rien à voir justement. Okay. Moi, je suis forestier, je coupe, mais je ne rase pas, sauf si je n'ai pas le choix. Allez, première proposition à Bruno Lafont, et je veux bien que Bruno Lafont fasse une proposition ensuite à Sylvain. Je reconnais que ce qui nous a été montré, c'est pas très respectueux de la forêt. Vous savez, nous, quand on coupe un arbre, c'est toujours un acte difficile pour un forestier, il ne faut pas croire. Hein. Alors, on a la récompense économique, mais on sait qu'on va reboiser. Mais ce genre d'attitude, d'abord, ce n'est pas généralisé, heureusement, mais ça fait partie des choses que nous ne voulons pas, des actes que nous ne voulons pas. Donc effectivement, ça fait partie des éléments où en plus aujourd'hui, on est en train de dire que pour des risques incendie, pour des risques sanitaires, on aurait intérêt à maintenir des feuillus à certains endroits, et on s'aperçoit qu'on va couper des forêts entières pour faire du feuillu. Il y a un paradoxe.
Donc il faut le résoudre. Donc il faudra qu'on en parle avec nos propres mandants dans les interprofessions. En plus, moi, j'ai une responsabilité dessus. Donc il y a des choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Moi, je ne vais pas épouser des dispositions qui ne me plaisent pas. Vous savez, dans toute société, il y a des bons et des pas bons. Alors il faut espérer qu'ils ne soient pas majoritaires, les pas bons. Mais quand ils ne sont pas bons, on leur dira. C'est une réponse. Sylvain C'est le moment de le Enjean. dire. C'est juste ça, c'est le moment de le dire. Il y a Est-ce que vous avez une proposition en match retour ou est-ce qu'on attend la deuxième proposition de Sylvain Enjean, Bruno Lafont? Non, bon, j'attends. Je Allez, suis Sylvain. prêt à répondre à toutes les questions. Il rédige le Mais contrat il y en a de d'autres qui sont mariage. plus Allez-y, Sylvain Enjean. J'en ai une autre du coup pour une autre casquette de Monsieur Lafont, qui est président du CRPF, Centre régional de la propriété forestière. La forêt privée, c'est important. Les règles sont en train d'être révisées. C'est ce qu'on appelle le schéma régional de gestion sylvicole. Et nous, on a largement mobilisé. La colère citoyenne des gens, on leur a dit participez, écrivez. On a fait nous-mêmes des contributions pour la révision de ce schéma en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en Bourgogne et un peu partout en France, mais on ne parle que de Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. On n'a pas été entendu. Dans ces règles, telles qu'elles ont été adoptées, ce qu'on a vu, les coupes rases dans le feuillu, sont toujours permises. Un certain nombre de pratiques sur lesquelles on se rend compte qu'on pourrait être d'accord, c'est-à-dire on limite vraiment le passage d'engins sur les sols, on protège les touradons où vont nos fameux fadets des neiges, on arrête le drainage. Tout ça, c'est pas dans les règles. Donc après, c'est sûr qu'on peut se plaindre qu'il y ait une minorité qui fasse n'importe quoi. Mais changeons les règles du jeu, c'est l'occasion. Si on arrive à être d'accord là-dessus, à porter ce message, qui ne nous suivra pas? Bruno Lafont, deuxième réponse. D'abord, le schéma de gestion, c'est une des occasions qui a fait que nous sommes là ce soir. Parce qu'au départ, il avait été demandé dans le cadre de ce schéma, un débat ou du moins une réunion publique que nous n'avions pas voulu. Et c'est là où, au passage, moi j'ai dit, il faut quand même que nous allions en discuter. Il est encore ouvert, c'est-à-dire que ce n'est pas fini. Nous avons transmis nos demandes, il y a eu des difficultés. Moi, je faisais partie de ceux qui ne voulaient pas inscrire à l'intérieur la problématique de la coupe rase, tout simplement parce que de la façon dont il nous était présenté, il ne convenait pas au massif des Landes de Gascogne par rapport aux autres régions, et nous sommes la seule région en France de ne l'avoir inscrit à l'intérieur. Par contre, s'il faut inscrire qu'il y a des comportements qui ne doivent pas être présents dans notre massif, nous l'écrirons. Parce que si effectivement il doit y avoir des déviances, il y a toujours des gens qui utilisent la loi d'une façon, mais on ne voulait pas non plus contraindre. Moi personnellement, je n'en voulais pas du SRGS, en tant que président. Tout simplement parce que je trouve que jusqu'à présent, nous avons su faire et évoluer notre massif de façon convenable. La preuve, c'est que si on s'en occupe aujourd'hui, c'est qu'on ne l'a pas trop détruit jusqu'à présent. Mais il faut des règles. Et donc, nous sommes fait un peu prier de le réaliser. Donc, s'il faut l'améliorer, vous avez encore la possibilité de le faire, puisque ce n'est pas fini et qu'il est aujourd'hui au ministère. Et je pense que vous avez plus d'introductions que nous au ministère, parce que vous les voyez plus souvent que nous. Vous avez plus de relations au ministère que les propriétaires forestiers? On a la chance d'avoir un ministre de l'écologie qui s'est saisi de la question des forêts et qui a compris qu'il y avait un sujet de société autour des coupes rases. Ça va m'amener à ma troisième question. Mais pour qu'on agisse ensemble, il faut être clair. C'est ce qu'on appelle ces dérives. Est-ce qu'on est bien d'accord pour dire on arrête les coupes rases de feuillus dans les Landes? Est-ce que ça, vous êtes OK pour qu'on le porte ensemble? On arrête les coupes rases de feuillus dans les Landes. Ah, je sens que le débat commence là. Bruno Et ça, Lafont. on porte ensemble au ministère. Les coupes rases de feuillus dans les Landes, est-ce qu'on arrête? Non, si c'est l'exemple que vous m'avez montré, moi je n'ai pas de langue de bois. Ce que vous nous avez montré, ça ne peut pas être réalisé ici. Si c'est réalisé, ça ne peut pas être une généralité. Donc ça, il faut qu'on y travaille. On peut continuer à couper des chenilles, parce qu'on en coupe, mais pas de cette façon. On ne peut pas se regarder dans la glace le matin si on est forestier et qu'on a fait ça. Donc pas de coupes rases, des petites coupes, mais pas de coupes rases. Je vous laisse l'exprimer comme vous le voulez. C'est Moi, ça, je vous ai dit ce que je pense. On en reparlera. Alors, troisième question, parce qu'il faut qu'on avance. Troisième question, c'est sur les aides. Je vous Allez. parlais de notre cher ministre, Les aides régionales. qui effectivement a gagné un arbitrage en disant les aides nationales et les aides régionales, on arrête de subventionner des plantations qui font suite à une coupe rase d'un peuplement qui était améliorable. Et là, on en revient un petit peu à nos histoires de feuillus. On se rend compte qu'il y a eu des dérives. Il y a eu un engagement pris, et là, cette semaine, au moment où je vous parle, on sent que le ministre de l'Agriculture est en train de détricoter ces aides. Donc, est-ce que vous êtes d'accord aussi avec nous pour dire, effectivement, oui, déjà, on replante que quand on en a besoin, on n'a pas eu le temps d'aller très loin avec Jacques, on essaye de laisser d'autres possibilités, et surtout, toutes les forêts qui se portent bien, qui sont améliorables, et bien celles-ci, on ne fait pas de la coupe rase suivie d'une transformation en monoculture. Est-ce que là-dessus, on se rejoint? Et on arrête les aides publiques à ça? Alors. C'est la liste de Noël. Oui. Non, je ne répondrai pas à tout parce que je n'ai pas forcément la même approche. Il y a des endroits, moi, quand je suis arrivé, je ne connaissais que les Landes de Gascogne.
J'ai eu la chance d'aller un peu au-delà et en étant responsable du CRPF, je vais dans le Limousin, je vais voir la Dordogne. Il y a des endroits où manifestement, il y a des endroits où ça dépérit, il faut faire autre chose. Est-ce qu'il faut remettre systématiquement du résineux ? On peut regarder s'il y a autre chose à faire. Moi, je ne suis pas non plus un spécialiste. Il y a des techniciens, des ingénieurs qui le font. Dans l'esprit général, on ne peut pas se contenter de dire si ça ne va pas, mais il faut mettre autre chose. Mais moi, je ne peux pas revoir le classique dans la totalité. Je peux par contre essayer de porter une voix différente. C'est ce que nous essayons de faire, nous, au niveau national. Bien souvent, je l'ai dit au début, nous sommes une forêt à part. On est regardé à part d'ailleurs. Ça nous pose même quelques difficultés avec les représentants nationaux. Bon, on y est, nous sommes présents, mais nous avons bien souvent une discussion différente parce que notre massif est différent. Après, aller jusque se demande, monsieur Jean, nous allons y réfléchir, j'allais dire. Mais il y a des choses sur lesquelles nous pouvons nous engager. Il y en a d'autres où il faut que nous regardions parce qu'effectivement, il y a peut-être des aberrations, il y a peut-être des conclusions qui ne sont pas respectées. Sylvain Angeron, il y a une dernière question que vous avez envie de poser. Moi, je voudrais savoir si vous n'êtes pas sur un terrain qui est difficile pour que vous arriviez à aboutir. C'est que vous demandez quelque chose de définitif et de global et que j'entends qu'en gros, on nous dit il faut que ce soit un peu plus chirurgical. Et est-ce que ça vous ferait peur, justement ? C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, il faut décider pour l'ensemble ? Non. Tous nos rapports sont dehors. Je peux vous dire qu'en termes de chirurgie, je vous mets au défi de trouver plus chirurgical que ça. Ce qu'on dit, quand un peuplement est dépérissant, complètement mort, il n'y a pas de problème à faire une coupe rase. Il n'y a pas de problème. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça, c'est ce que le ministre a gagné comme arbitrage. Et on sera d'accord. C'est que c'est des peuplements sains, comme on a vu là, qui sont rasés. Et le seul critère, malheureusement, qui a été utilisé aujourd'hui pour traduire cet arbitrage, c'est de dire, lorsque 20% des arbres meurent sur une parcelle, hop, on considère que le peuplement est mort. Eh bien, ça ne marche pas. Et c'est même, ça va à l'encontre des publications du CNPF, ça va à l'encontre de ce qu'il y a dans la salle. Et donc, il faut qu'on se batte là-dessus, parce que ce seul critère ne peut pas qualifier ça. Et sous couvert de forêts dites dépérissantes, en fait, il y a des mauvaises pratiques qui continuent. Il faut juste qu'on arrive à les qualifier clairement. Et moi, vraiment, sur la question des feuillus, je n'ai pas trouvé votre réponse hyper claire. Je suis un peu déçu. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous voulez faire pour qu'on arrête ça ? C'est simple, la demande. C'est tout ce qui est feuillu, est-ce qu'on le rase pour mettre du résineux, au moins dans les Landes ? Oui, non. Allez-y, je vous écoute, vous êtes un impatient. Vous êtes un impatient. Vous vous rendez compte, vous êtes forestier. Moi aussi. Donc on a un point commun. On aime la forêt. Vous aimez la forêt. Mais pourquoi vous êtes si pressé ? Vous avez raison quand vous dites que... Attendez, on a le temps de bien faire. Le problème, c'est que si... S'il vous plaît, laissez... Pardon, excusez-moi, je suis plus habitué à avoir des... Allez-y, monsieur. Allez-y. Je dis, il ne faut pas prendre une décision définitive pour tous les cas. Je veux dire, non, mais on va chercher. Je veux dire que dans un cas comme ça, peut-être, là vous avez raison, est-ce que 20% d'un peuplement qui est très dense, c'est dangereux ? Non, on peut purger ce peuplement et conserver un peuplement principal sain. On peut faire des coupes d'amélioration. Je veux dire qu'il faut... Dans les mots en sylviculture, nous avons toutes ces techniques de coupe d'amélioration et autres. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Vous êtes pressés, nous aussi, mais on va marcher en marchant. Mais moins. On n'est pas pressé, c'est juste qu'on voit que l'argent public est mal de se utilisé. tromper, voilà. Allez. Est-ce qu'il y avait une dernière question ? On va passer aux questions de la salle. Non, mais c'est juste pour être bien clair, c'est-à-dire que c'est pas une question d'être pressé ou pas. Chaque forêt qui disparaît, aujourd'hui, on l'a vu, c'est du carbone en moins, c'est de la biodiversité en moins. Et surtout qu'on sait bien faire. L'argent public, il est de plus en plus rare. On sait comment bien l'utiliser. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il aille vers l'amélioration. Et qu'effectivement, ce type de pratique cesse. Non seulement ça doit être interdit, et ça ne doit pas être financé par l'argent. Allez, un mot de Bruno Lafont. 3 questions, parce qu'on dépasse notre temps. Moi, j'estime aussi que nous avons une certification et qu'elle doit jouer son rôle. Et j'estime qu'à un moment donné, parce qu'autrement, c'est une certification qui ne sert à rien. Donc, à un moment donné, les gens vous savez, au code de la route, je crois que quand vous êtes en véhicule, vous dépassez la vitesse autorisée, vous t'attrapez la prune. Bon, c'est pas à vous que je vais le dire. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous êtes automobiliste aussi, que vous êtes automobiliste comme moi. Bon, écoutez, à un moment donné, si les gens ne sont pas respectueux du plan qui est fixé, écoutez, est-ce que la certification doit être vitam aeternam donnée aux gens ? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir quelques avertissements aussi ? Donc, en ce qui me concerne, j'estime que ce n'est pas la peine d'avoir fait une certification qui est née ici,
Et nous avons créé la certification ici. Et si c'est pour l'avoir dévoyée par des espèces de cinéma comme on a vu ce soir, en ce qui me concerne, je ne suis pas d'accord et je suis d'accord avec Canopé. Merci. Excellent. Merci Faut juste beaucoup. qu'on mette les bons mots. Alors, merci. On va prendre 5 minutes de plus que le temps imparti. On va remercier les gens qui nous suivent. On a Lionel qui va prendre un micro parce qu'il avait un témoignage à vous apporter. Ça va lancer les questions-réponses. Il y a des privilégiés. Il pose sa question lui-même. C'est pas Bruno qui parle pour lui. Donc voilà. Lionel, allez-y. Oui, bonsoir. Présentez-vous, juste. Oui, voilà. moi, je suis Lionel, je suis landais, j'habite dans le sud Gironde. J'ai choisi de vivre dans le sud Gironde. Et donc, autant que dire que je suis conscient un petit peu de la nature du massif, que c'est une culture de plantation, mais force est quand même de constater, particulièrement depuis les tempêtes de 99, 2009, une accélération, une aggravation des effets de la culture sur le massif, particulièrement les zones naturelles, où j'ai cette sensibilité-là. Et on voit la pression augmenter, que ce soit sur l'ampleur des coupes rases par la mécanisation, que ce soit sur les diverses parcelles de feuillus qui peuvent subsister et qui subissent une pression énorme par la culture. Donc, moi, quelque part, je suis outré de cette culture par la dévastation. Les mots sont forts, mais c'est ainsi que je le ressens, c'est mon témoignage. Et j'aimerais savoir s'il est possible d'impliquer les habitants. Je crois qu'on a notre mot à dire. Par là même, et j'ouvre une réflexion sur le sens de la propriété privée, j'estime que c'est une responsabilité qui est donnée à une personne sur le temps de sa vie. Ça veut dire, ça draine beaucoup de choses derrière. Donc la question est, quelle est la légitimité des habitants à faire des doléances et surtout à quelles instances les remonter? Allez, Bruno Lafont, qu'est-ce qu'on répond à un citoyen qui veut être plus citoyen? Et puis Julia répondra ensuite, j'ai compris. Écoutez, remettez-vous en place sur les pupitres parce que le cadrage va être compliqué. En ce qui me concerne, c'est un peu compliqué pour moi parce que c'est pas du tout comme cela que je le conçois. Parce que je pense, nous avons montré... Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Je crois que j'ai été assez clair tout à l'heure dans les propos que j'ai tenus par rapport à des gens qui ne sont pas, je dirais, cohérents avec ce qui se fait. Mais c'est de la propriété privée et les propriétaires forestiers sont assez responsables de ce qu'ils font. Donc, je ne me vois pas en quoi j'ouvrirai, et au niveau national, je l'ai tenu, et au niveau régional, je ne suis pas favorable à ce que le public vienne donner son avis sur la façon dont je vais cultiver ma forêt. Je vous le dis. Alors qu'il y a d'autres instances, je dirais, communales, démocratiques, qui puissent le donner. Que nous ayons des orientations, des discussions comme nous venons d'avoir ce soir, pour orienter et même des fois sanctionner ce qui aurait besoin d'être sanctionné. Je suis d'accord. Mais je suis plus réservé. Nous avons, dans le cadre du CRPF, ouvert, puisque c'est obligé, dans le cadre du CRGS, il y a une consultation du public. Nous l'avons ouvert. Mais faire siéger, il peut y avoir des organisations qui puissent représenter les populations ou à travers les organisations environnementales qui sont déjà présentes dans certaines discussions, ça on peut le faire. Mais après, on risque d'avoir des débordements et en ce qui me concerne, à cet instant précis de cette soirée, je vous le dis, je n'y suis pas favorable. Vous pouvez par contre y aller à travers des organisations avec qui nous pouvons parler, alors que jusqu'à présent on a dit qu'on ne pouvait pas se parler, mais vous apercevez ce soir que nous le faisons et qu'en plus nous essayons d'aller plus loin. Donc dans ce sens-là, je sens. Mais faire participer les populations au sein de la gestion des forêts, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je vous le dis directement. Allez, une petite réponse. Il va falloir qu'on prenne 2 questions et qu'on rende l'antenne si on retient les 2. Oui, alors moi j'entends, mais le monde change et les enjeux transcendent les intérêts privés. Je pense que là, les changements climatiques, la biodiversité, le maintien de la potabilité de l'eau, tout ça, ce sont des enjeux qui doivent effectivement nous concerner. Et on ne peut plus se permettre de dire circuler, il n'y a rien à voir, clairement. Et si on fait un pas de côté sur l'agriculture, vous voyez qu'on paye actuellement le fait qu'on ne travaille, on n'a pas dialogué. On n'a pas entendu ça ce soir, je crois. Voilà. On l'a pas entendu, pour l'instant en tout cas. Effectivement. Mais on est à un tournant, véritablement. Moi, j'aspire à ce que la filière s'ouvre davantage, soit davantage transparente sur certains chiffres qu'il a fallu, clairement, pour préparer ce débat, aller creuser véritablement. Et ouvrir les débats comme aujourd'hui. Et je remercie vraiment le CISO et puis Sud-Ouest pour avoir organisé ce débat. Il faut effectivement démultiplier les espaces de partage. Peut-être éviter une posture parfois de pédagogie, un peu infantilisante aussi. Et nous, on assumera en tant que Canopé d'être parfois très impertinent, mais parce que voilà, on souhaite canaliser aussi par la consultation publique et par ces débats-là la colère qui monte. Mais ça, il faut l'entendre et elle est légitime, je crois.
Une réponse de M. Ballarin? Non. Merci. Non, mais... Allez, je vous propose, on est vraiment en train de déborder, je vous propose qu'on prenne 2 questions et puis on va le faire ça de façon familiale. On bouclera notre partie en direct et puis petit privilège pour ceux qui restent, au-delà du fait qu'il y a normalement un verre de l'amitié, on pourra continuer 5 minutes à prendre 2-3 questions ici au moins. Vous en profiterez. On fait ça tout de suite. On prend 2 questions. Éric Dumontet, Bruno Doucet, nos spécialistes. SVP, bonsoir. Spécialiste question. Ouais, il y a une question qui revient sur la vidéo qu'on montrait tout à l'heure, sur laquelle on parlait du dessouchage, de l'extraction des souches. La question dit, si on n'utilise plus les souches, donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, et d'ailleurs, moi j'ajoute, ni les arbres qui peuvent fournir du bois d'œuvre, en tant que source de bois, pour les chaudières, les poêles à granulés, etc., alors qu'est-ce qu'on utilise? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, qui veut répondre? Par quoi on remplace effectivement Sylvain Angeran? En fait, on revient à ce qu'aura toujours dû être la même chose, c'est-à-dire que du bois d'éclaircie, je ne peux pas faire un cours de sylviculture là, à cette heure-là, mais c'est des petits bois pour faire de la place aux autres. Et quand on coupe un arbre aussi, il y a une partie haute, le houppier. Quand on transforme un arbre, il y a des coproduits. Et ça, c'est ça qui est important à comprendre. Ça peut faire le bon gisement, et pas que le bois d'énergie, aussi le bois d'industrie. C'est le même gisement. Il faut se le partager avec une hiérarchisation des usages. Et là, ce qu'on a observé, on a eu tout le débat, c'est que c'est en train de se découpler. Mais est-ce qu'on n'a pas un problème d'offre et de demande et qu'aujourd'hui, du coup, la demande est tellement forte qu'on est obligé de chercher ailleurs? Ça dépend. C'est-à-dire que c'est sûr que si on veut passer d'une société basée sur la surconsommation d'énergie fossile en disant on va faire de la surconsommation mais de bioénergie, ça ne va pas marcher. Allez, dernière question du direct et on arrête, on reste après sur cette partie. Oui, publique. une question, on revient un petit peu en arrière, mais je crois que c'est quand même encore dans le débat et l'actualité. On nous dit la futaie régulière a son intérêt, la futaie régulière aussi. Pourquoi opposer ces 2 types de sylviculture alors qu'elles sont complémentaires? Et donc une question d'un membre du syndicat, mais qui est également, je crois, dans une association environnementale, qui dit voilà, je suis adhérent au syndicat, et est-ce que mon syndicat doit continuer à privilégier un seul type de sylviculture? C'est le président qui va répondre. J'ai toujours dit qu'il fallait être respectueux des autres sylvicultures. Et donc, nous acceptons les autres sylvicultures. J'ai toujours dit, moi, que ce soit M. Azra pour ProSylva, j'ai toujours respecté. C'est son choix. Il y a d'autres choix, mais nous devons le respecter. C'est ce que j'ai dit. Et je confirme, tant que j'ai la parole pour conclure, pour madame, je l'ai dit au départ. Nous sommes ici parce que, justement, nous voulons que ça évolue. Et c'est... Alors, bien sûr... Vous savez, un forestier, ça met du temps. Ça a été dit par Jean Ballarin. Donc, je pense que nous avons déjà passé quelques barrières. Mais c'est ce que j'ai dit au début, la société évolue. On ne peut pas continuer à rester comme nous étions par le passé. Donc, il faut que nous ayons des dispositions différentes, des positions différentes. Je pense que ça évoluera. Et ce que nous avons fait ce soir, en ce qui me concerne, je sens que demain matin, mon téléphone va chauffer. Mais j'assumerai ce que j'ai dit ici parce que je le conçois. Et c'est pour cela, je pense, que j'ai été jusqu'à présent responsable des organismes. Allez, c'est le dernier mot. Il y en a qui perdent des amis ce soir, mais est-ce que vous en avez gagné, vous, Sylvain Angeran? Je ne sais pas, mais demain, on sera à Bruxelles ensemble, donc il ne va pas chauffer. Je veux dire un mot. C'est le dernier parce qu'on Merci à monsieur Éric Dumontet, que vous ne voyez pas là. On précise qu'il est... je vais l'expliquer. Je vous laisserai l'expliquer. Ce débat, il a mal commencé. Monsieur Dumontet n'a pas voulu qu'on revienne sur toute l'histoire. C'est une chose qui est claire. Voilà, on a interpellé. On l'a un peu dit avec Bruno Bézia, que vous n'avez pas toujours été... On l'a interpellé publiquement. Ouais. Je tiens juste à préciser qu'en aucun cas, c'était sa personne même qui était interpellée, mais c'est ce qui représentait en tant que secrétaire du CISO. Et voilà, c'est ça qui est important. Et c'est grâce à monsieur Dumontet d'avoir surmonté un peu, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'être exposé, d'être surmonté, etc. Et grâce à vous, je vous remercie d'avoir accepté ce débat, parce que d'autres, encore une fois, n'ont pas voulu l'avoir. Bravo à vous, monsieur Dumontet. Et merci. Là, je crois que ce qu'on vient de faire ce soir, ça laissera des traces et des belles traces. Eh bien, écoutez, on va rester sur une note positive. Merci à toutes, merci à tous. Merci. On va garder le public dans la salle. Merci Bruno Bézia. Merci effectivement à nos partenaires d'avoir permis ce débat. Et je suis sûr que c'est un premier débat, qu'il y en aura d'autres. Bonne soirée, à bientôt sur sudouest.fr et tv7.fr. Merci.